Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette deuxième table ronde organisée par le Shift Project dans le cadre du salon World Efficiency. Nous allons parler ce matin de la manière dont on peut décarboner les transports dont je vous rappelle qu'en France, ils correspondent à peu près la moitié du pétrole que consomme le pays. Je vous rappelle que le pétrole, c'est les 2/3 des émissions de CO2 fossiles en France, que le pétrole représente bon an, mal an, quelques dizaines de milliards d'euros d'importation dans le pays, et que par ailleurs, c'est un domaine qui est caractérisé par des temps longs, c'est-à-dire que de modifier la manière dont les gens se déplacent est quelque chose qui se fait rarement d'un claquement de doigts. Pour parler de ce sujet, nous avons le plaisir d'avoir 3 orateurs qui sont, pour commencer, Barbara Dalibard, qui dirige la partie voyageurs de la SNCF. Vous savez que la SNCF transporte des gens et des marchandises, et donc Barbara s'occupe de transporter les gens. Le deuxième orateur que nous avons est Frédéric Mazella, dont certains d'entre vous sont peut-être aussi utilisateurs. Le train, je pense que tout le monde a pris le train dans la salle, donc vous voyez à peu près ce que c'est. Qui dirige une société qui s'appelle Blablacar. Donc Frédéric Mazella, dont certains d'entre vous ont peut-être aussi été utilisateurs. Si besoin est, on représentera plus en détail avant les questions. Et enfin, le troisième orateur que nous avons est Pierre Copé, qui est t'es un utilisateur de Blablacar, toi? Bon, en tout cas, tu es un hébergeur de Blablacar. Pierre Copé dirige la branche autoroute de Vinci. Vinci, comme vous le savez probablement, est un groupe de bâtiments, travaux publics, construction, infrastructure. Et Pierre Copé, qui en est maintenant le numéro 2, est historiquement issu de la branche gestion des autoroutes, donc Vinci Autoroute, et pour ceux d'entre vous qui vont de temps en temps dans l'Ouest, Coffee Route par exemple. Voilà, donc je vais les inviter tous les 3 à venir dans la fosse au lion. Je vais... Mettez-vous exactement comme vous voulez, il n'y a pas de protocole parce que... Voilà, très bien. Et on va ouvrir cette... Voilà, on va vérifier que les micros marchent. On va ouvrir cette table ronde. Donc la règle du jeu, c'est qu'on va commencer par... Enfin, je vais commencer par poser quelques questions à chacun des orateurs. Ensuite, en espérant qu'ils ne seront pas exactement d'accord entre eux sur absolument tout, on verra ce que les uns pensent de ce qu'ont dit les autres. Et enfin, on ouvrira aux questions de la salle. On est ensemble pour une petite heure et demie, vu qu'on a commencé avec un tout petit peu de retard. Et je vais les mettre là-bas. Voilà, donc on commence avec Barbara Dalibard. Si on regarde en gros la manière dont les gens se déplacent en voiture en ce moment en France, le kilométrage parcouru, c'est en gros 1/3 pour aller au travail, 1/3 pour des déplacements quotidiens qui ne sont pas le travail et 1/3 pour de la longue distance. Vous savez aussi probablement que quand on demande aux Français à quelles conditions ils abandonneraient la voiture, une des choses qu'ils disent souvent, c'est qu'il me faudrait des transports en commun efficaces. Et souvent, l'archétype du transport en commun efficace dans l'esprit des gens, c'est un train qui passerait pas très loin de chez eux, aux bons horaires, etc. Donc la première question posée à Barbara, c'est dans quelle mesure est-ce que dire que le train est la solution à toute envie de report modal est quelque chose qui est fondé en tout, en partie ou en rien du tout? Merci beaucoup Jean-Marc. Alors je vais peut-être commencer par donner quelques chiffres parce que je ne sais pas si tout le monde les a en tête sur, effectivement, un peu en complément de ce qu'a dit Jean-Marc, sur les déplacements des Français. Aujourd'hui, en France, que ce soit en courte ou en longue distance, le train, en kilomètres parcourus, en pourcentage de déplacement, c'est de l'ordre de 10%, 10-11%, qu'on soit en courte distance ou qu'on soit en longue distance. Voilà. Et si on prend l'ensemble des modes, je veux dire, collectifs, partagés, on intègre les bus, etc., et le covoiturage, on arrive à peu près à 15%.
Ce qui veut dire que la voiture individuelle se taille quand même la part du lion avec plus de 80% de part de marché. Donc le sujet, en fait, c'est cette voiture individuelle et comment, effectivement, on peut pousser vers des modes partagés, et je vais y revenir. Alors d'abord, ce qui est intéressant de voir, c'est les habitudes des Français et des Européens de façon générale, et il y a quand même une évolution, on y reviendra, je pense, tous ensemble, dans les tendances et les relations que nous avons avec nos voitures. Le premier point, c'est que l'envie d'être propriétaire de sa voiture décroît et a décru très très vite. On le voit en fonction du nombre de gens qui passent leur permis de conduire. On le voit aussi, on a un sociologue qui est très compétent sur le sujet, ensuite Vincent Kaufmann qui a analysé ça de très près. Donc l'envie d'avoir une voiture à soi est un point qui diminue. L'économie du partage est en croissance. Aujourd'hui, un Français sur deux a utilisé l'économie du partage, tout type de services confondus. Ce qui est intéressant aussi, c'est que les moyens de télécom, alors ça c'est mon ancien business, donc je me rappelle on parlait de l'utilisation du grey time avec les moyens de télécom. Aujourd'hui, le fait que vous puissiez avoir, et d'ailleurs on l'a quelques-uns d'entre nous là, en permanence, votre smartphone, votre tablette, qui vous permet d'être efficace dans les transports en commun, change en fait la vision qu'on a des transports en commun. Puis le dernier point, je dirais, c'est la santé quand même. Alors il y a eu des études récentes sur les échos, et nous on y passe beaucoup de temps, c'est que les gens qui sont multimodaux, et je vais atterrir, les gens qui sont multimodaux, ils sont en meilleure santé en moyenne que les autres. Voilà, ça se montre, ça se démontre, et nous on en est convaincus, et on trouve que c'est d'ailleurs un levier majeur. Voilà. Donc les comportements changent, c'est des tendances qui effectivement aujourd'hui sont pas majoritaires, mais on voit, et en particulier au travers des jeunes, ce type de points. Alors derrière, le train. Le train, en fait, il est efficace dès lors qu'il s'agit de traiter des gros flux à longue distance, des gros flux à courte distance. Faire rouler un train pour 10 personnes, c'est inefficace économiquement, c'est inefficace écologiquement. Donc nous, notre position, c'est vraiment de dire qu'il faut augmenter la mobilité partagée avec un train qui est en colonne vertébrale sur les très gros flux qui peuvent être, par exemple, je dirais, des axes longue distance, ce qu'on fait en TGV, ou en intercité d'ailleurs, et puis pour tout ce qui est le cœur des villes, par exemple Transilien en Ile-de-France, voilà. Et au-delà de ça, effectivement, il faut avoir d'autres modes. Alors le sujet quand même qu'on a à traiter, c'est la simplicité. Pourquoi est-ce que les gens prennent leur voiture ? C'est parce que c'est tellement simple. Elle est en bas de chez moi, elle m'amène là où je veux, et j'ai pas besoin de réfléchir, c'est mon cocon, c'est mon truc à moi, même si, comme je le disais tout à l'heure, ces choses-là évoluent. Et donc la question, c'est comment on rend aussi simple que possible l'utilisation des transports en commun. Parce qu'on ne va pas avoir une gare devant chaque appartement ou chaque maison. Et donc la question, c'est comment on gère la multimodalité, à la fois en termes d'information, je vais aller du point A au point B, comment je fais en marchant un peu, en prenant un bus, puis un train, puis je sais pas quoi. Donc l'information complète, donc nous on y travaille. Le deuxième point, c'est tout ce qui concerne la billettique. Aujourd'hui, on le voit, et nous c'est une douleur dans les gares, les gens qui arrivent, alors ils peuvent prendre effectivement en avion, en train, il faut passer du TGV à du Transilien, les systèmes de billettique sont différents, pas normalisés, c'est un frein. Donc comment effectivement on travaille sur ces normalisations. Prendre en compte les premiers et derniers kilomètres, quand on regarde en consommation de CO2, sur un voyage en train, la plus grosse émission de CO2, ça se fait sur le départ et l'arrivée, les derniers kilomètres. Comment on arrive effectivement à accroître tous ces derniers kilomètres en transport en commun. Alors encore une fois, les bus, le covoiturage, je dirais le vélo, enfin tout ça est bon à prendre. Comment on intègre tout ça dans une cartographie, j'allais dire, des transports qui est vue, revue et qui est intelligente. Et puis derrière, il y a le prix. Parce que, je reviens à la voiture, les gens, et on en parle beaucoup avec Jean-Marc, ont une idée absolument fausse du coût de la voiture. Le coût de la voiture, c'est pour une petite voiture 25 centimes d'euros au kilomètre, pour une grosse voiture plutôt autour de 50. Enfin, quand je dis grosse voiture, c'est pas une Ferrari. Voilà. Le train au kilomètre, en TGV qui va à 300 km/h quand même, c'est 11 centimes d'euros au kilomètre. D'accord ? Donc c'est 2 fois moins cher que la voiture la moins chère, d'une certaine façon. Et quand je suis en Transilien, l'utilisation des transports en commun, c'est moins cher que juste l'essence. Donc, j'achète pas ma voiture, je la maintiens pas, je paye juste l'essence. Et donc, la question, c'est aussi d'abord, nous, de travailler sur les coûts pour réduire les prix, mais en même temps, de faire rentrer dans la tête des gens que le fait de prendre les transports en commun, globalement, ça va diviser par 2 leur budget transport. Voilà. Donc, on a de la pédagogie à faire là-dessus. Donc, le train, colonne vertébrale et la multimodalité partout autour, Jean-Marc. Très bien.
Alors, continuons à parler de la colonne vertébrale. Le métier de la SNCF dans ces colonnes vertébrales est de gérer des infrastructures de long terme. On ne construit pas un réseau pour une semaine et un train dure un tout petit peu plus longtemps que 3 jours. Il y a aujourd'hui deux, on va dire, pressions qui peuvent sembler antagonistes, qui sont exercées sur les opérateurs économiques qui s'occupent d'infrastructures de long terme, qui est d'une part le souhait d'accroître la concurrence, et la concurrence induit de l'insécurité par construction, elle est presque faite pour ça, et par ailleurs, la demande qui est faite à ces mêmes opérateurs de faire des choses qui sont intelligentes sur le long terme. Est-ce qu'on n'est pas en train de se marcher sur les pieds en essayant de courir ces deux lièvres à la fois ? Alors c'est vrai que pour nous c'est compliqué. Enfin nous ce qu'on demande, si on était effectivement en charge du transport, ce qu'on n'est pas globalement au niveau français européen, c'est deux choses. Je pense qu'on demande de la visibilité, parce qu'encore une fois, effectivement, construire une ligne à grande vitesse, ça a un coût d'infrastructure. Donc là, c'est plutôt SNCF Réseau chez nous qui emporte les coûts. Mais nous, acheter des trains, un TGV, ça coûte 30 millions d'euros, quoi, hein. Donc on n'achète pas un train, il va durer 30 ans. C'est pas un truc qu'on fait comme ça. On est en train d'investir pour la collectivité. Il faut vraiment qu'on ait de la visibilité. Ça ne veut pas dire pas de concurrence, mais de la visibilité. Et le deuxième point, c'est l'équité. Et l'équité, c'est l'équité fiscale. Je rappelle, la SNCF globalement est quand même une des entreprises, c'est pas souvent su, qui paye le plus d'impôts en France. Voilà, donc je suis pas sûre, je ne suis pas sûre. Bon, je crois qu'on est juste après Total, dans mes derniers classements. On est dans les 5 premières. Je suis pas sûre que Vinci le soit. Mais on va voir. Pour les gens qui ne sont pas au courant, surtout au titre de la TVA. Alors, on paye effectivement au titre de la TVA. On paye par exemple, c'est un truc de fou, on paye tous les trains d'équilibre du territoire qui ne sont pas rentables. C'est TGV qui les paye et la SNCF. Donc on a toute une mécanique absolument infernale dans laquelle on nous prend 400 millions d'euros par an qui repartent à l'État, qui reviennent chez nous pour financer des trains déficitaires. Mais à la fin, effectivement, c'est négatif. Et puis si je regarde effectivement deux points importants, c'est la TVA justement. Je prends par exemple le transfrontalier, les déplacements transfrontaliers. Aujourd'hui, l'avion, par exemple, est exonéré de TVA, nous ne le sommes pas sur le train, donc on a des inéquités là-dessus. Et puis, on va sûrement en parler, Jean-Marc, les externalités, c'est-à-dire faire en sorte que les modes de transport... Faut pas tricher, c'est la question d'après. ...soient équitables. Il y a un vrai sujet, parce qu'aujourd'hui, effectivement, il n'y a pas d'équité sur, encore une fois, tous les sujets fiscaux. Donc, nous, on a besoin de visibilité pour investir dans le train, pour être sûr, effectivement, aussi de pouvoir améliorer le service et apporter aux clients ce qu'ils veulent. Et il faut le faire, et on souhaite le faire, mais pour ça, on a besoin, effectivement, de savoir dans quelles conditions on va le faire. Est-ce qu'on va avoir une concurrence de bus et comment comment est-ce qu'elle arrive comment effectivement quand on met en place une nouvelle ligne elle va se comporter et puis les modes nouveaux, on en parlera, qui effectivement sont une forme de concurrence légitime, mais après derrière c'est l'encadrement, que chacun paye tout ce qu'il doit payer. Et donc, si je repose la question de manière très brutale, pour gérer un système ferroviaire, il vaut mieux un monopole régulé où ça peut s'accommoder d'une concurrence entre plusieurs acteurs tels qu'on se l'imagine classiquement, on va dire. Moi, j'aime bien parler de complémentarité entre les modes. Après, la question, c'est effectivement de savoir comment les différents modes terrestres, par exemple, s'articulent. C'est vrai qu'on a besoin de... aujourd'hui, sur le train, compte tenu des investissements, il faut vérifier que la concurrence, qui a forcément est un aiguillon, et nous, on n'est pas opposé du tout à cette concurrence, notre président l'a dit plusieurs fois, mais de vérifier est-ce que ça crée de la valeur pour le système public. Je vais prendre juste un exemple dans lequel on a été et pour le client. Je prends l'Italie, d'accord ? En Italie, on a ouvert effectivement à la concurrence, donc nous, on faisait partie de l'aventure avec NTV. Globalement, les prix italiens ont diminué, donc ils étaient très élevés, bien au-dessus du TGV. Donc ils se sont mis à peu près au niveau du TGV, ils ont perdu 20-30%. Donc 20-30% de réduction des prix pour le client, 25% d'augmentation du trafic, donc moins 5% de recettes globalement sur le système ferroviaire. Et l'opérateur concurrent, le premier truc qu'il a fait, c'est de dire les péages ferroviaires sont trop chers. Donc, merci à l'État italien de bien vouloir réduire la facture de péage pour que je puisse survivre. Si je prends l'ensemble de l'équation vue de l'État italien, ils ont perdu de la valeur. Voilà. Donc, il faut quand même qu'on soit absolument sûr que, l'opérateur ferroviaire est challengé dans son service client. Et nous, à la SNCF, je dirais, on travaille beaucoup sur ces aspects-là. On n'est pas parfait. On essaie de se soigner tous les jours que Dieu fait. Mais en même temps, de s'assurer effectivement que les politiques économiques qui sont mises en œuvre ont du sens en termes de gestion de l'argent public.
Parlons des externalités justement. Alors, il se trouve que, alors je suis désolé, c'est avec une deuxième casquette que j'ai, mais dans le cadre d'une étude qu'on vient avec Carbone 4 de finir pour Thalys, on s'est rendu compte que si on additionnait le pétrole non importé, parce que les gens prennent le train plutôt que tous les autres modes qu'ils prendraient si le train n'était pas là, et avec le CO2 non émis, on arrive à 50 millions d'euros économisés par an. Et là-dedans, il y a 10 millions qui sont des externalités, j'allais dire, virtuelles. C'est un calcul d'économiste, c'est le CO2 dans la poubelle qui s'appelle l'atmosphère. Il n'y a pas vraiment de transactions économiques liées à ça. Et il y a 40 millions d'euros de vraies transactions économiques, c'est le pétrole que l'Europe n'importe pas. Et donc ça se traduit directement par un bénéfice macroéconomique pour l'Europe. Quand on rapporte ça au chiffre d'affaires de Thalys, on n'est pas en train de parler de quelque chose de totalement marginal. Et donc la question c'est, est-ce qu'aujourd'hui vous considérez que l'État aide suffisamment l'externalité positive qui s'appelle en France, parce que c'est le cas particulièrement pour la France, qui est j'utilise pas de pétrole et j'émets pas de CO2 quand il s'agit du système ferroviaire? Alors, enfin, ça, c'est vraiment notre combat commun d'ailleurs, Jean-Marc. Nous, on est pour effectivement, je dirais, la mise en place d'un coût du CO2 émis et la prise en compte de ces externalités. Je vais prendre juste un exemple en comparant avec, par exemple, quelques compagnies low-cost aériennes. Aujourd'hui, ou à la voiture. La voiture, globalement, alors on peut discuter les chiffres et je donne les ordres de grandeur et je sais que je peux être challengé là-dessus parce qu'il n'y a pas de vérité pure. En gros, la voiture, en externalité négative, elle coûte 5 centimes d'euros au kilomètre à peu près. Voilà. Donc quand on compare le coût de la voiture, je reviens sur mes petites équations tout à l'heure, mes 10 centimes d'euros sur le TGV, qui lui-même est extrêmement efficace de ce point de vue-là, pas sur toutes les lignes, j'y reviendrai. Globalement, moi je paye la moitié du prix du billet va dans les péages. Et en fait, ce péage, ça représente les externalités négatives de la voiture et pour ce qui concerne l'aérien, encore plus. Donc si on me faisait cadeau de ces externalités ou si on incitait effectivement les Français à prendre le train plutôt que leur voiture individuelle, je dirais globalement, on pourrait faire flotter des modèles qui aujourd'hui flottent pas. Je prends un exemple, le Rhin-Rhône. Quand on prend une décision aujourd'hui de ligne à grande vitesse, pour certaines lignes à grande vitesse, on fait un calcul au départ où on prend en compte ces externalités. Et on se dit c'est bon pour nos enfants, nos petits-enfants, d'avoir investi sur cette infrastructure pour gagner en CO2, en émissions de particules fines, etc. Donc ça, c'est pris en compte au moment de la décision. Après, dans le modèle, ça n'est pas du tout. Je prends l'exemple de la ligne Rhin-Rhône. La ligne Rhin-Rhône, elle nous coûte à la SNCF 40 millions d'euros de chiffre d'affaires par an. Elle n'est absolument pas rentable économiquement. Mais elle est rentable écologiquement en moins de 12 ans. Une éolienne, c'est 8 ans à peu près. Et donc, si j'intégrais les externalités, elle serait très rentable. Et donc, on se dit c'est quand même un peu absurde, effectivement, de ne pas avoir des systèmes qui permettent de comparer les modes entre eux sur la base de notre futur, c'est-à-dire du futur de la planète, de nos enfants, de nos petits-enfants. Voilà. Et de prendre des mauvaises décisions parce qu'on n'a pas effectivement régulé ça. Donc nous, on est pour les externalités, pour la prise en compte d'externalités. On a fait des calculs, on se rend compte que le coût de la voiture est énorme globalement et qu'on a quelques dizaines de milliards à gagner en France en intégrant ce point dans nos calculs. Et si on est un tout petit peu précis sur l'intégration, ça devrait se traduire par une fiscalité différente, des aides à l'investissement, encore autre chose? Je pense que d'abord, il faut effectivement, quand on fait un investissement, prendre en compte ça en disant est-ce que c'est bon pour la société de faire une ligne de chemin de fer ou de faire des lignes de bus, etc. Et donc de prendre en compte ça en comparaison avec les autres modes. Et puis après, de rentrer ça dans le système. Et là, c'est soit une forme de taxe de l'un ou de l'autre. Ça peut aller en positif d'un côté, en négatif de l'autre. Je ne vais pas faire la solution et je ne suis pas la bonne pour le faire. Mais en tout cas, d'être capable de comparer les modes sur vraiment ce qui coûte à la société. Et donc, nous, ce qu'on sait, c'est qu'aujourd'hui, on fait gagner de l'argent à la société et on aimerait bien effectivement être reconnu pour ça. OK. On va maintenant se focaliser un tout petit peu sur ce qui existe. Au regard des enjeux, on va dire, globaux de la transition énergétique, dans les réalisations passées de la SNCF, et vous avez le droit de répondre que c'est tout simplement le fait que les trains existent. Qu'est-ce qui vous semble le plus emblématique dans les réalisations actuelles de la SNCF pour aller
vers une société décarbonée. Alors, ça peut être des trucs existants ou éventuellement des trucs émergents, des trucs auxquels les gens n'auraient pas pensé. Alors, en fait, d'abord, il y a un historique. D'abord, ça peut porter sur tout le groupe, parce que le groupe est quand même vaste. Et tous les trains ne sont pas rentables écologiquement. Hein, donc, je voudrais quand même le dire. Effectivement, encore une fois, quand j'ai un train qui trimballe 20 personnes, nous, on pense qu'il y a d'autres moyens de transport qui permettraient d'être plus efficaces. Nous, notre objectif, c'est pour faire x2, on verra, x2 sur la mobilité partagée. En fait, je reprends sur mes petits ratios du début, là, 10% de part de marché du train, 15% de la mobilité partagée. Si on veut doubler ça, il faut effectivement qu'on ait une offre qui soit abondante, efficace, avec une bonne qualité de service et abordable. Voilà. Donc là-dessus, qu'est-ce qu'on a fait ? Premier point, moi j'aime bien prendre l'exemple de Ouigo. Donc Ouigo, si on compare par exemple en émissions de CO2, c'est 3,2 grammes de CO2 émis au kilomètre contre 23 grammes par kilomètre sur des bus efficaces et puis 207 à peu près en voiture solo, pas partagée. Mais si je la partage à 4, ça fait quand même 50, donc je compare 3,2 à 50. Ouigo, on a été capable, avec une centaine d'innovations de la SNCF, de diviser nos coûts par deux, d'en faire bénéficier les clients. Donc on a des trains qui sont remplis à 98%. On a trimballé, je dirais, plus de 5 millions de clients sur nos Ouigo avec un niveau de qualité de service qui est très bon. Et tout ça, c'est notre capacité finalement à pousser des offres efficaces. Et je dirais, d'un point de vue économique pour le client, il n'y a pas mieux que Ouigo en moyenne. Donc pousser ce type d'offre, c'est ça. Puis le deuxième point, je reparle des derniers kilomètres, c'est tout ce qu'on fait sur le porte-à-porte. Donc c'est encore une fois, je reviens sur l'efficacité du voyage de A à B en intégrant un bout de train ou un bout de transport en commun au milieu. Donc c'est comment développer au travers du vélo, au travers de ID Vroom par exemple, notre société de covoiturage qui est du covoiturage de proximité parce que c'est là où on est le plus efficace en CO2. On est 10 fois plus efficace en covoiturage de proximité qu'en covoiturage longue distance. Donc se focaliser là-dessus pour faire en sorte effectivement de faire venir facilement les gens vers le transport en commun. Donc c'est le programme porte-à-porte avec toute la partie informatique, les applications que vous voyez, ID-Pass, etc. Et puis effectivement avoir un transport très efficace économiquement pour nos clients. Et Ouigo, on est un peu l'emblème. Intercité 100% éco aussi. On est très peu cher sur du Paris-Toulouse, 35 € max. En covoiturage, on est à 42 €. Dernière question, avant de passer la parole à Pierre Coppet. On a le plaisir d'avoir au Shift Project la SNCF comme mécène depuis la création du Shift. Le Shift est né un tout petit peu plus récemment que la SNCF, puisque nous on n'a que 5 ans. Est-ce que vous pourriez expliquer en quoi est-ce qu'un organisme comme le Shift peut être utile sur le sujet qui est le nôtre, c'est-à-dire de pousser l'économie dans le sens d'une décarbonation. Et je me jette à l'eau, donc la réponse peut être rien, et du reste, la semaine prochaine, ça disparaît. Donc c'est vraiment une question très ouverte. Donc, je crois qu'on a besoin de deux choses, Jean-Marc, et on a été effectivement parmi les membres fondateurs, c'est deux choses. On a besoin d'un think tank dans lequel on puisse échanger des idées, débattre, se challenger. On n'est pas toujours d'accord et on va sans doute le montrer aujourd'hui. Donc ça, c'est un premier point. Et le fait d'avoir ce type d'organisation qui nous permet de le faire est fondamental. Et la deuxième question, c'est la projection, effectivement. Être capable de dessiner des propositions et d'être une vraie force de proposition par rapport, par exemple, au gouvernement sur ce qu'on est capable de faire. Et je pense que dans le cadre COP21, on va avoir le Shift Project va être un élément qui va nous permettre d'avancer. Donc voilà, donc nous on y trouve beaucoup d'avantages. On est très heureux de se retrouver avec les sociétés qui en font partie. On a développé nous aussi le forum des vies mobiles qui nous permet effectivement, et je reviens sur ce que je disais tout à l'heure, de voir comment les gens vont être mobiles demain. Il y a un besoin de mobilité, une envie de mobilité, une sorte de droit à la mobilité, comment on est dans une mobilité efficace. Et je pense que débattre de ça dans le Shift Forum est toujours passionnant. Voilà. Merci. Et bien maintenant, on va faire un petit interlude entre les deux gestionnaires d'infrastructure. Donc on va passer la parole à Frédéric Mazella. Ah oui. On va faire un petit coup de sandwich.
Je vais commencer avec une question qui est évidemment destinée à présenter l'activité Blablacar, mais qui est posée de manière un tout petit peu taquine. Comme j'ai quelques cheveux blancs de plus que vous, quand j'étais jeune, il y avait un truc de covoiturage qui s'appelait le stop. Donc je me rappelle qu'il y avait un certain nombre de copains qui rentraient du lycée quand ils avaient raté le bus, et je l'ai fait moi-même un certain nombre de fois. Voilà. Et puis à l'époque, le smartphone était remplacé par une belle pancarte qu'on pouvait trouver à l'entrée de l'autoroute où les gens avaient écrit Lyon, puis on avait du reste toujours la même chose dans toutes les stations-service qui ponctuaient les itinéraires par lesquels on pouvait passer. Donc la question un peu taquine, c'est est-ce qu'on est dans une version informatisée, moderne, internetisée, etc., de quelque chose qui ressemble à ça? Parce qu'à l'époque, les gens qui faisaient ça, c'est parce qu'ils n'avaient pas accès à une voiture, hein, c'était très simple. Ou est-ce que c'est assez différent, et à ce moment, en quoi? Bonjour à tous. Je pense que le fond du problème est le même. Je vais faire une petite parenthèse au tout début pour comprendre ce à quoi on s'adresse et en fait expliquer pourquoi effectivement le fond du besoin est le même que l'autostop, mais la réalisation n'a rien à voir. Il y a quelques calculs qui sont assez marquants. Quand on prend par exemple, alors regarde, entretenir une voiture à l'année, une voiture, ça coûte entre 5 et 6 000 euros par an, suivant les calculs. Quand on compte l'essence, le péage, la dépréciation du véhicule, qui est énorme, en fait, qu'on oublie souvent, mais on achète sa voiture 15 ou 20 000 euros, puis on la revend 2 fois ou 3 fois moins. Le garage, les réparations, enfin le parking, les réparations, l'assurance, enfin voilà. Quand on met tout ça dans une équation, c'est entre 5 et 6 000 euros par an. En France, il y a 38 millions de voitures. Donc, vous faites 38 millions fois 5-6 000 euros, ça fait 200 milliards. 200 milliards, c'est à peu près 10% du PIB. Donc, aujourd'hui, on passe 10% du PIB dans la maintenance de l'ensemble de nos véhicules. Alors, c'est une grande économie, bon, c'est intéressant, enfin, ça fait quand même 200 milliards. Juste à côté de ça, on regarde l'usage de la voiture. Une voiture passe 96% de son temps arrêtée. Hein, elle est garée. Quand elle roule, donc dans les 4% qui nous restent, 0,5% du temps, c'est dans les embouteillages. 0,8% du temps, c'est à chercher une place de parking. D'accord ? Il nous reste 2,7%. Donc 2,7% du temps, on utilise la voiture pour aller d'un point A à un point B. Et 3 fois sur 4, il y a un conducteur à bord et c'est tout, avec 3 places libres ou 4. Donc en fait, on utilise un quart de 2,7% d'une ressource qui nous coûte 10% du PIB. Ça fait mal. C'est des chiffres purs. Donc, nous, on arrive avec une solution, avec Blablacar, on arrive avec une solution qui permet de digitaliser et d'optimiser l'utilisation de cette ressource-là. Donc, évidemment, à peine on gratte la surface, on se rend compte du potentiel gigantesque. Alors aujourd'hui, Blablacar, on est dans 19 pays, il y a 20 millions de membres, c'est en croissance exponentielle. Donc effectivement, alors après peut-être vous avez vu, bon voilà, enfin on lève des fonds et on a une valorisation assez forte. Pourquoi ? Parce que on s'attaque pour la première fois à l'optimisation d'une ressource physique présente partout sur la planète qui coûte 10% du PIB à la plupart des pays. Donc forcément, quand on commence à gratter sur ce truc-là et à apporter pour la première fois une solution d'optimisation, ça décolle. Enfin, c'est obligatoire. Donc nous, notre rôle, c'est de faire en sorte qu'évidemment, ce soit le plus simple possible de partager ces ressources-là. Donc le fait que ça coûte aussi cher, c'est pas nouveau, ça a toujours coûté très cher à tout le monde, à tous les particuliers, de se déplacer en voiture. Et donc, pour revenir au point de départ, le stop, c'était une manière aussi d'optimiser cette utilisation, même s'il n'y avait pas forcément de partage des coûts, au moins il y avait une manière pour les passagers de se déplacer à moindre coût. Et donc nous, ce qu'on amène, encore une fois, c'est grâce au digital, on amène 3 choses. Qu'est-ce qu'on amène avec le covoiturage, qui étaient, on va dire, les 3 défauts de l'autostop. On amène le fait qu'on sait quand on part, c'est quand même pas mal, plutôt que de rester 3-4 heures sur le bord de la route, potentiellement sous la pluie, et de ne pas savoir quand est-ce qu'on part. Bon, bah là, le covoiturage, on dit on part à 18h10 de Porte-Maillot, on part à 18h10 de Porte-Maillot. On amène le fait que c'est un partage des frais, et ce n'est plus juste de la gratuité et du don, parce que souvent dans le don, quand il y a un don, on se dit « Ah, mais c'est dur de trouver des gens qui donnent ». Mais en fait, c'est pas seulement dur de trouver des gens qui donnent, c'est aussi compliqué de trouver des gens qui savent recevoir. Je sais que moi, quand j'avais 18-20 ans et que je faisais du stop,
c'est marrant parce que j'ai réalisé ça après, mais ce que je faisais, c'est que je payais le péage parce que je trouvais anormal de profiter d'une place totalement gratuite de quelqu'un qui était super sympa et qui m'offrait une place dans sa voiture. Non, mais donc je payais le péage. Il a arrêté maintenant. Oh, on a d'autres accords maintenant. Mais en gros, je trouvais pas normal de payer 0 quand ça coûtait cher. Alors à l'époque, c'était en francs, je payais 100 francs. Je suis pas si jeune que ça hein, quand même. Donc je payais 100 francs, ou enfin l'équivalent du péage. Parce que je trouvais pas normal de payer 0 quand le conducteur il avait tous ses coûts de voiture. Et puis je trouvais surtout que si on sort de la voiture et qu'on doit quelque chose, en fait on n'est pas aussi libre que quand on a partagé. Quand on a vraiment partagé, il n'y a plus d'histoire de don et de recevoir. Il y a juste quelque chose, une relation beaucoup plus équilibrée, transactionnelle. Voilà, j'ai payé le péage, j'ai payé ma partie. Donc voilà, on est dans un partage des frais aujourd'hui avec Blablacar qui fait que, quand les gens ils sortent de la relation, personne ne doit rien à personne, c'est juste vraiment équitable. On a partagé les coûts. Après, je pourrais revenir sur le calcul du partage des coûts après. Et la troisième chose qu'on apporte surtout, toujours en comparaison de l'autostop, c'est qu'on sait avec qui on part. C'est quand même pas une mince affaire. C'est que non seulement on sait avec qui on part avant, mais on sait aussi qui est parti avec qui après. Donc en fait, en termes de traçabilité, c'est beaucoup mieux. Donc ça rassure tout le monde. Donc c'est la création d'un système de confiance et d'échange entre des gens qui savent avec qui ils vont partir. Donc c'est toute une autre valeur ajoutée de laquelle je pourrais parler juste après, mais qui est la création d'une communauté de confiance. Qui fait que voilà, quand on sait avec qui on part, quand on connaît l'historique de la personne, on sait que voilà, on part avec Jean-Claude et qu'il a 14 avis positifs et qu'il a déjà voyagé sur les 3 dernières années avec tout un tas de gens, eh bien c'est pas du tout pareil que de partir avec quelqu'un qu'on connaît pas. Et là en plus avec Blablacar, bon, non seulement effectivement on connaît les évaluations de la personne avant, mais on sait aussi, on a le profil complet, donc on a les photos, on a les préférences, on a la mini bio. On sait aussi que Blablacar fait un check des adresses email, évidemment des numéros de portable, et on a aussi les comptes en banque des conducteurs, donc ça rajoute au système de fiabilité. On sait aussi que Blablacar fait un travail de modération permanent sur l'ensemble de la communauté, parce qu'il y a 80 personnes qui travaillent dans une quinzaine de langues sur justement faire en sorte que toutes les annonces qui sont publiées sont d'extrême qualité. On voit aussi que la personne, par exemple, a son profil relié à Facebook, et ça rajoute aussi de la confiance, parce qu'on voit qu'il a 312 amis sur Facebook. Enfin voilà, tout ça cumulé fait qu'on crée un système de confiance qui a absolument rien à voir avec un système dans lequel effectivement on part, on ne sait pas quand on part ni avec qui, et on partage pas. Donc là on est complètement différent. Le principe étant le même, c'est que c'est toujours ces espèces de 200 milliards qu'on doit économiser et qui est la source en fait du partage. La deuxième question que je vais poser, elle est plus particulièrement applicable en France à cause du faible facteur d'émission de l'électricité française. Mais aujourd'hui, quand une personne qui utilise Blablacar n'utilise plus le train, sauf à ce que ça conduise un jour à retirer des trains, ça ne change pas globalement les émissions de CO2 du système. Le fait qu'il y ait 2 personnes dans une voiture plutôt qu'une, la voiture émet pas plus, enfin ou pas beaucoup plus, et le fait qu'il y ait un passager de moins dans le train ne change pas non plus globalement l'affaire. Si on prend l'angle CO2, l'idéal, ça serait qu'un conducteur de voiture ne prenne pas sa voiture pour devenir passager d'un autre conducteur de voiture qui, lui, est un conducteur Blablacar. Est-ce que vous avez des développements qui sont envisagés pour aller dans cette direction ? Alors ça, on l'a calculé, c'est pas négligeable, c'est suivant les calculs, c'est entre 12 et 18% des gens qui effectivement ne prennent plus leur voiture. Et qui choisissent d'être passagers. Il faut voir que quand même on a 60% des membres Blablacar qui sont parfois passagers, parfois conducteurs. C'est quand même massif. Donc c'est des gens qui choisissent de ne pas prendre leur voiture et plutôt de partir en covoiturage, parce que justement le fait d'avoir mis en avant combien ça coûte de faire de prendre sa voiture tout seul, et donc l'ensemble des frais à partager, eh bien ça fait
en sorte que les gens rationalisent l'utilisation de leur véhicule. Et ce qu'il faut voir, c'est ce qui est assez marrant, c'est que on verrait des trains passer vides ou des bus passer vides, comme ça arrive malheureusement parfois dans des zones un peu reculées. Ça nous semble complètement aberrant. Je dis mais c'est complètement dingue, on est en train de payer pour faire rouler un bus à vide. Par contre, on voit passer des voitures vides tous les jours et ça nous fait rien. Alors pourquoi ? Non mais c'est fou. Je pense que dans cette salle, il y a une proportion de gens à qui ça fait quelque chose, mais on n'est pas représentatif. Ouais, mais c'est complètement fou. Enfin, je sais que moi l'idée elle est venue juste parce que je devais aller en Vendée et je me suis retrouvé sur l'A10 à descendre de Paris à Vendée et qu'il y avait le TGV dans lequel j'avais pas pu avoir une place qui passe le long de l'autoroute et l'autoroute sur laquelle il y avait que des voitures vides. Et je me suis dit mais il y a un gros problème. C'est-à-dire qu'on pouvait pas avoir une place dans le train là juste à côté qui est plein, qui est bondé, et par contre toutes les voitures sont vides. Enfin, on marche sur la tête. Donc il y a cette notion de prise de conscience du fait qu'on est en train de complètement gaspiller une ressource. Et nous, ce qu'on est en train d'apporter, c'est une infrastructure que toute activité économique aurait créée. C'est-à-dire que ça ne viendrait pas à l'idée de la SNCF d'avoir des trains qui roulent vides. En tout cas, ils font tout pour les remplir. C'est normal. On fait tout, je confirme, on fait tout pour les remplir. Ouais. C'est normal. C'est normal puisque vous connaissez les coûts et en plus, vous avez un paquet de financiers qui sont à regarder les chiffres. Et donc votre but c'est de rentabiliser les trains, c'est normal. Par contre, bon voilà. Et par contre, au niveau des voitures, je ne sais pas pourquoi. Enfin, c'est au niveau personnel, on n'applique pas cette équation-là. C'est-à-dire que nous tous, au niveau individuel, émotionnel, personnel, tout ce qu'on veut, on n'a pas un directeur financier qui regarde nos coûts. Si on avait ça. Et si le directeur financier personnel se rendait compte, rassurez-vous, ça va venir. Hein, mais bon, voilà. On y viendra mais après. s'il se rendait compte de ce qu'on met dans une voiture à titre personnel et de ce qu'on pourrait ne pas mettre ou en tout cas partager comme coût, il dirait attends, là, je t'explique. Alors, je vais te montrer un site, ça s'appelle Blablacar, et puis je vais te montrer une appli, tu vas voir, ça va marcher. Mais là, ce que tu fais, c'est juste rouler tout seul dans ta voiture. Enfin, c'est une perte, mais je t'explique même pas. Enfin, c'est des milliers d'euros par an que tu perds juste parce que tu voyages à vide. Tout le temps, tu as choisi de voyager à vide. Donc nous, ce qu'on amène, c'est une solution ultra démocratisée pour que ce soit simple pour chacun de partager ces coûts-là. Donc évidemment, j'ai envie de dire, c'est la première fois qu'il y a des gens avec un esprit rationnel qui offrent un outil à tout le monde pour faire des économies et pas seulement sur des moyens de transport type train ou bus dans lesquels il y a des sociétés dont c'est le métier de rentabiliser cette activité et de la rationaliser, qui ont fait en sorte qu'effectivement l'utilisation de ces moyens de transport soit rationalisée par passager. Mais sur les voitures, on ne l'a jamais fait. Donc nous, ce qu'on fait, c'est ça. On offre un outil à tout le monde pour rationaliser l'utilisation de leur voiture. Alors une question qui est un peu dans la prolongation de la précédente, donc, qui est, il y a un tout petit paradoxe, enfin en tout cas moi je me suis dit, il y a un tout petit paradoxe dans cette histoire, qui est que dans votre business model, vous avez d'autant plus de place à offrir qu'il y a de voitures qui circulent, mais par ailleurs, plus il y a de voitures qui circulent et plus il y a d'émissions. Donc si on se dit, on veut essayer de rendre les deux compatibles, à un moment, on dit tiens, ça c'est rigolo, il y a deux trucs qui peuvent être vus comme étant antagonistes. Alors, est-ce que finalement, vous, ce n'est pas un sujet parce que vous êtes encore suffisamment marginaux dans l'ensemble des voitures qui circulent et vous pouvez gagner beaucoup plus d'argent avec un parc de voitures qui se contracte, ou bien est-ce qu'il y a quand même deux destins qui sont liés de ce point de vue ? Je pense que de toute manière, nous, déjà, on part d'une situation absolument alarmante. Enfin, je parlais des 200 milliards, je peux y revenir, mais enfin, c'est quand même complètement fou qu'on utilise un quart de 2,7% d'une ressource qui nous coûte 10% du PIB. Hein. C'est quand même complètement dingue. Donc nous, on part de cette situation-là qui est totalement suboptimale. On amène une solution d'optimisation. Après, où est-ce que ça va se stabiliser ? Nous, évidemment, on aimerait que dès qu'il y a une voiture qui roule, eh bien, le réflexe soit de ne plus jamais rouler à vide. Je ne sais pas si on va y arriver, parce qu'après, il y a l'histoire des courtes distances qui sont plus dures
qui sont plus durs à transformer en voitures communes. Enfin, je pense que la SNCF avec Idevroom pourra nous en parler, mais c'est assez compliqué sur les petites distances. Pourquoi ? Parce que faut quand même voir que nous, les passagers, ils participent aux frais à hauteur de 6 centimes du kilomètre, à peu près, 6 ou 7 centimes. Bon, sur 100 km, ça fait 6 euros, donc les conducteurs se disent, bon, 6 euros, ça va, ou quand on fait 300 km, parce que nos trajets, c'est 300 km en moyenne, donc ça va faire 18-20 euros bon, à partager, donc ça fait tilter à peu près tout le monde. Mais enfin, quand on fait 10 km à 6 centimes du kilomètre, ça fait 60 centimes, et il n'y a pas beaucoup de conducteurs qui sont prêts à faire un détour ou à attendre quelqu'un potentiellement 5 ou 10 minutes pour gagner 60 centimes. Donc en fait, tout simplement, on a un problème de supply, enfin de conducteurs qui vont être prêts à partager leur voiture quand effectivement le partage des frais c'est à hauteur de 6 centimes. Donc on a ce problème-là. Donc c'est pour ça que sur les petites distances, c'est assez difficile de remplir les voitures. On y arrive sur les longues distances. Mais donc, en partant d'une situation où tous les véhicules sont vides ou quasiment tous, à une situation où déjà on commence à remplir des véhicules sur une utilisation rationnelle, de toute manière, ce sera mieux. Je ne dis pas que c'est la panacée et que effectivement c'est ce qu'on veut et à terme qu'il n'y ait que des voitures. Mais enfin, en tout cas, nous, on apporte un système d'optimisation qui marche, qui est efficace et qui permet de diminuer, dans un premier temps, en tout cas, les émissions de CO2. À terme, est-ce que la voiture, c'est le futur ? Je ne sais pas. Je ne peux pas répondre à ça. Peut-être vous n'interdisez pas un jour de mieux remplir les trains ? Non. On pourra en discuter. Dont on connaîtra tout sur le conducteur, si j'ai bien compris. C'est-à-dire sur le conducteur du train. Ah, le conducteur du train. Ah oui, bah, il faut son profil. Parce que moi, quand je prends le train, je ne sais pas si c'est Thierry, 42 ans, avec 14 avis positifs. Il a des avis, le conducteur du train on a des conducteurs qui sont extrêmement actifs sur Twitter et qui racontent effectivement tout sur eux et sur la SNCF. Donc, ça m'est arrivé une fois dans un train d'avoir un conducteur complètement incroyable qui faisait comme ça le tour. Et il parlait, il disait ouais, salut, c'est moi le conducteur. Et en fait, ça crée une ambiance incroyable. Il y en a un qui a fait effectivement le jour où Air France a lancé sa campagne Moi j'aime l'avion sur Twitter. Il a lancé le même matin en se levant Moi j'aime le train, avec un succès absolument superbe. Donc ils sont très agiles pour certains d'entre eux et très ouverts et très transparents sur leur vie. Voilà. Tout à l'heure, vous disiez il y a des sociétés qui ont des directeurs financiers. Alors vous n'avez pas de directeur financier, mais vous vous apprêtez à avoir, et vous en avez déjà, des actionnaires. Et de mon expérience, ce n'est pas nécessairement des gens beaucoup plus tendres. Donc peut-être qu'un jour, vous allez avoir le choix entre faire des choses, parce que vous êtes une société qui est née d'une idée qui a... c'est pas juste un business model. Il y a aussi une notion de service, etc. Et peut-être qu'un jour, vous devrez choisir, parce que c'est beaucoup d'entrepreneurs qui se sont lancés avec une aventure humaine ont eu un jour à choisir ça, entre faire des choses utiles et faire des choses rentables. Avec un actionnaire qui, derrière, en général, n'est pas un enfant de cœur. Comment est-ce que vous voyez ça ? Parce que c'est souvent, c'est en fait le pendant de la question que j'ai posée tout à l'heure à Barbara sur quid concurrence long terme, etc. Comment est-ce que vous préservez quelque chose qui a un sens et des valeurs dans un contexte dans lequel vous avez un actionnaire qui va vous regarder par-dessus l'épaule tous les 4 matins ? En fait, c'est possible parce que justement, le domaine des possibles est tellement grand que de toute manière, les financiers qui ont investi chez nous, ils seront contents. Oui, non, parce qu'on s'attaque à quelque chose qui est tellement massif. En général, ils sont contents quand ils ont 8%. Et ils ont une notion assez triviale de la satisfaction, les financiers. Oui, enfin, on a un potentiel de croissance qui est colossal. Donc, de toute manière, les gens qui ont misé sur nous vont gagner de l'argent. Donc, la réponse, c'est pas avant longtemps sur l'éventuelle divergence entre le sens et l'argent. Voilà, et après tout le jeu, c'est de faire comprendre aussi la valeur qu'il y a à tout ce qui est qualitatif et tout ce qu'on construit et toutes les externalités positives qu'on est en train de construire, justement, qui ne sont pas forcément financières, mais qui ont pour résultat, justement, comme byproduct, j'aime bien voir ça comme ça, l'argent, c'est un produit dérivé d'un bon produit. Quand on fait un bon produit... Quand le système marche bien, oui. Mais voilà, encore une fois, il y a 200 milliards, je parle juste de la France, qui partent dans une ressource qui est sous-utilisée. On arrive avec une solution d'optimisation, enfin le potentiel est absolument colossal. Et 80 milliards d'externalités négatives, en plus des 200 milliards. Voilà, ça fait 280 milliards. Bon. Voilà, on a encore alourdi la note. Mais, donc de toute manière,
La question financière ne sera pas forcément une question parce que de toute manière, les gens qui ont misé sur nous seront heureux à la fin, le jour où ils décident de vendre. Et nous, on construit quelque chose de meilleur et c'est en construisant quelque chose de meilleur que justement, on va créer de la valeur financière. Donc en fait, c'est lié et ça quand même, en tout cas, nos financiers sont assez éduqués pour le comprendre. Bon, je vais zapper la dernière question vu l'heure qui tourne et je vais donc maintenant passer à notre ami Pierre Coppet. Alors, j'ai une première question pour notre ami Pierre Coppet qui est: que pensez-vous d'une contrainte très forte mise sur les voitures vendues aux Français pour abaisser très vite la consommation moyenne, et avec des vrais chiffres, pas ceux de Volkswagen, de telle sorte que dans un monde sous contrainte pétrolière, ce qui est déjà le cas en Europe, je rappelle à l'assistance que l'approvisionnement pétrolier de l'Europe a perdu quasiment 20% depuis 2006, ça baisse, et c'est une baisse contrainte, et la physique veut que s'il y a 1 litre en moins qui rentre en Europe, c'est 1 litre en moins qui rentre dans un réservoir. C'est compliqué d'échapper à cette physique de base. Donc, dans un monde dans lequel l'approvisionnement pétrolier baisse, si on laisse en circulation les voitures telles qu'elles sont, ça fait baisser le trafic, ce qui n'est pas votre intérêt. Donc, la question, c'est que pensez-vous de devenir beaucoup plus exigeant sur les voitures achetées par les Français, avec évidemment pour contrepartie qu'on leur supprime une partie de leur liberté de choix? Des Trabants pour tout le monde. Je pense que les Trabants étaient à 6 litres au 100 aussi, voire plus. Mais il n'y avait pas de liberté de choix. Bonjour à tous et merci Jean-Marc de cette invitation. Moi, je voudrais commencer avant de répondre à cette question par dire que je trouve très intéressant je suis très content de pouvoir débattre avec toi et avec Barbara et Frédéric parce que je pense que nous avons des points de vue d'opérateurs qui sont très intéressants et très complémentaires. Ce que je voudrais dire, c'est qu'il n'est pas dans le rôle ni de la SNCF, ni a fortiori d'un concessionnaire, de définir les politiques publiques en matière de transport et que l'autorité la mieux placée pour répondre à la question qui est posée par cette table ronde, c'est l'autorité organisatrice des transports et c'est l'État. Ça me paraît important parce que ça permet de rappeler quelques idées simples. D'abord, je pense que le débat sur les transports est pourri par l'opposition des modes. C'est-à-dire que moi, je suis un citoyen normal, je marche à pied, je fais beaucoup de vélo, je prends beaucoup le train et je fais beaucoup de transport en voiture. Et je suis un covoitureur, ou en tout cas mes enfants sont des gros covoitureurs. Et c'est la vie. Ce que je veux dire, c'est qu'il serait bien que l'on pense les questions de transport autrement qu'en opposant les modes, mais en s'inscrivant dans des logiques de complémentarité. Moi, j'aime Barbara. Et je ne suis pas dans l'opposition. Ça va être tweeté, ça, Pierre. Et d'ailleurs, j'ai dit la même chose. Ouais, mais je pense que nous souffrons énormément en France d'une approche totalement manichéenne et opposée des modes. Et alors, je voudrais d'ailleurs dire qu'au-delà de l'affection qui nous lie, Barbara et moi, Vinci n'est pas que concessionnaire d'autoroute. J'ai une question. Est-ce qu'il faudrait une direction de la multimodalité au ministère des Transports? Mais ça s'appelle le ministère des Transports. D'accord. Donc il faut juste un ministre. Il ne faut pas une direction de la multimodalité. Il y en a deux. Je m'apprêtais à dire que Vinci, quand Vinci fait des concessions d'autoroute, mais fait également des concessions ferroviaires et toutes sortes de concessions. Mais non, mais c'est simplement pour dire. Et c'est mon deuxième point, après le fait que les modes ne s'opposent pas mais se combinent et se conjuguent. Mon deuxième point, c'est que la concession est un mode de réalisation d'infrastructures, c'est un mode de financement et c'est un mode qui est assez conforme à tes convictions ou à tes desiderata, puisque c'est un mode qui a pour première vertu de donner la vérité des coûts. Barbara parle beaucoup de prix, mais pas beaucoup de coûts. Et je sais le faire. Ce que je veux dire, c'est que moi, c'est vrai que le ticket de métro ou le ticket de RER ne coûte pas cher. Par contre, le RER coûte extrêmement cher à la collectivité, et c'est sans doute très bien, et c'est sans doute tant mieux. Simplement, ce qui serait bien, quand on parle des coûts, c'est qu'on compare, quand on compare les modes et quand on compare les coûts de chacun des modes, ce serait bien de mettre
l'ensemble des charges et de dire de quoi on parle. La vertu du système concessif, parce qu'il en a, c'est que c'est l'utilisateur qui paye et c'est que on sait ce que ça coûte sur la durée du fonctionnement d'une concession. Je rappelle qu'une concession, c'est un contrat à durée déterminée dans le cadre duquel un opérateur privé finance une infrastructure et se paye sur son usage pendant la durée. J'ai moi-même le bonheur, Barbara, je n'ai pas interrompu tout à l'heure quand vous avez dit que vous aviez de lourdes charges sur le TET, enfin sur les trains d'équilibre du territoire. Je voudrais dire que quand Frédéric paye le péage de la personne qui l'a pris en stop, quand il paye 1 euro de péage, il y a 3 centimes de train d'équilibre du territoire parce que ça fait partie des nombreuses... C'est 19 millions sur les 400 et quelques qui sont payés sur les TET. Oui. C'est 19 millions. Je ne dis pas le contraire. Et donc la part de Frédéric là-dedans, c'est... On va laisser l'interaction pour la fin de... Non, mais j'ai pas de problème. Nous, on optimise 200 milliards, donc il y a encore de la marge. Il triche. Laissez parler Pierre Copé. Non, mais j'ai pas de problème à... Je réponds. Oui, mais ça n'était pas une question. Je voulais seulement dire que dans le péage, il y a la charge d'investissement et la charge d'exploitation d'une infrastructure et qu'elle est un peu flattée par de la TVA, de la redevance domaniale, la taxe d'équilibre d'aménagement du territoire et la contribution au train d'équilibre du territoire. Ce qui, du point de vue d'une politique publique, peut parfaitement se justifier, mais ça n'interdit pas de le dire, y compris dans ce type de cénacle, pour dire ce qu'est la vérité des prix. Après, pour répondre à ta question sur la question à laquelle je n'ai pas répondu, c'est une affaire de politique publique. C'est une affaire de politique publique de savoir comment on taxe et de savoir quel mode de transport on privilégie. Affaire sur laquelle, personnellement, je n'ai pas d'état d'âme. Affaire sur laquelle, en tant qu'opérateur et en tant que constructeur d'infrastructures en concession, je ne peux que souscrire dès lors que ça ne bouleverse pas l'équilibre d'un contrat de concession ou dès lors que ça a été inclus dans la définition de l'équilibre du contrat initial. On est allé ensemble à Madrid il y a 2 ans, je crois, pour observer un système mis en place par le Grand Madrid basé sur des bus express qui ont permis sur le Grand Madrid de diminuer, sauf erreur de ma part, la part modale de la voiture de 20 points, donc c'est quand même quelque chose d'énorme, sur la mobilité du quotidien, 15 points, sur la mobilité du quotidien, avec un système qui est raisonnablement peu intensif en capital et extrêmement efficace en CO2, puisqu'on remplace, alors ça, pas des conducteurs par des covoitureurs, mais en l'occurrence des conducteurs par des usagers du bus. Pourquoi est-ce que ce genre de système ne se développe pas plus dans les autres métropoles européennes, alors que ça représente à l'évidence un bon compromis possible sur la question importation de pétrole, émissions de CO2 et moyens financiers dont on dispose? Oui, alors effectivement, je crois que l'exemple de Madrid est un exemple passionnant. Si je devais le résumer, je dirais que vous imaginez la gare du Châtelet avec le RER A et le RER B, et au lieu du RER B, vous avez un bus qui vient à quai et vous pouvez attraper le RER avec une rupture de charge qui est extrêmement douce et extrêmement rapide. C'est très malin. Toute la grande couronne madrilène est connectée au réseau de transport en commun dense par des bus qui déversent leurs clients dans des systèmes ferroviaires. Et ça fonctionne très, très, très bien. Donc en fait, ce qu'a fait Madrid, c'est penser et organiser l'intermodalité de façon extrêmement souple. En tant que constructeur d'infrastructures et en tant que concessionnaire, moi je vois ça d'un très bon œil. Et je crois que nous avons, et encore une fois, c'était la première idée que j'ai émise autour de cette table. Si on pense les modes de manière complémentaire et non pas de manière opposée, il est nécessaire de construire des infrastructures intermodales de manière à ce que les véhicules particuliers puissent stationner pour prendre des bus ou de manière à ce que les bus puissent amener
les personnes qu'ils transportent vers les gares. Nous avons un exemple madrilène à Paris, qui est en région parisienne, qui est sur l'autoroute A10, où Frédéric a rencontré la Vierge il y a quelques années en voyant passer un TGV. Sur ce tronçon de l'autoroute A10, On comprend mieux maintenant. à Brie-sous-Forges, ou c'est la conversion de Saint-Paul, je ne sais pas. Mais sur l'autoroute A10 à Brie-sous-Forges, il y a une infrastructure intermodale qui est d'une simplicité biblique, mais qui est géniale. C'est un pont. Au-dessus du pont, le pont enjambe l'autoroute. Au-dessus du pont, il y a un parking. Et en dessous du pont, il y a une bretelle sécurisée avec une gare chauffée. Et donc, les gens qui ont le bonheur d'habiter dans cette partie des Yvelines et qui vont travailler en général à Paris en prenant le train à Massy, au lieu d'aller garer leur voiture à Massy, viennent à vélo ou en auto à Brie-sous-Forges, prennent un autobus qui passe à grande fréquence et qui les emmène à Massy prendre le train. C'est un système génial, ça coûte à peu près 3 fois rien et ça traite des dizaines de milliers de personnes tous les jours. Et alors, ce qui est formidable, c'est que ce système a été très largement... c'est ça qui a été fait à Madrid. En France, il y a très peu d'exemples de ce type. Et c'est très, très compliqué de réaliser ça, alors que c'est simplement la réponse pragmatique à un besoin révélé des utilisateurs. Et sur ce point, je pense que la SNCF, le mode routier, le mode autoroutier et le mode ferroviaire se rencontrent sans aucune difficulté. D'accord. Mais donc la question était, est-ce qu'il y a une raison particulière? Alors je comprends bien qu'en France, j'ai cru déduire de la réponse que on a un millefeuille d'organisateurs et c'est pas très simple d'organiser un système intégré. Donc j'ai une sous-question, est-ce qu'avec la loi sur la loi sur la nouvelle organisation territoriale et des régions, ça a une petite chance de changer? Et ailleurs en Europe, comment expliquer que ça n'est pas non plus beaucoup diffusé? Dit autrement, est-ce qu'il y a une raison structurelle, économique, qui fait que ça a du mal à diffuser ou bien c'est autre chose? Non, moi je pense qu'il y a je pense qu'il y a un sujet d'organisation administrative en France et un sujet de modernisation des autorités organisatrices de transport. J'ai en tête un ensemble de sujets. Il y a la question francilienne, mais en province, on voit également se superposer ou se croiser des autorités organisatrices de transport qui sont pensées de telle façon que l'intermodalité est inimaginable. Et donc il y a un vrai sujet. Il faut sortir du dogme du tout ferroviaire parce que ça ne correspond pas à la réalité. Et je crois qu'on est également d'accord là-dessus. Et je pense qu'il faut penser les choses à partir des besoins des utilisateurs et du coup adapter les organisations. Dit autrement, le discours politique, l'offre publique en matière de transport dans la grande région parisienne, et le discours révélé, c'est prenez le train. Quand vous êtes à Paris, c'est facile de prendre le train puisque vous avez une gare tous les 300 mètres. Le train plus un peu de covoiturage pour aller à la gare. Oui. Ce que je veux dire, c'est que le discours du tout ferroviaire à Paris, quand vous avez une station de métro à 5 minutes où que vous vous trouviez, est un discours rationnel. Quand vous êtes en Seine-et-Marne ou quand vous êtes aux confins de la région parisienne et que vous êtes à 25 km de la première gare dans laquelle vous tombez, pardon Barbara, sur un train bondé et dans lequel il est difficile de monter et dans lequel il y a des problèmes de qualité et des problèmes de fréquence, la réponse est impossible. Enfin, je crois Elle est insatisfaisante en tout cas. Je pense que quand on parle de qualité-fréquence, je fais juste une petite parenthèse, il faut revenir effectivement, on a parlé tout à l'heure du temps qui était perdu dans les embouteillages, je crois que c'est Frédéric qui l'a donné, il faut regarder effectivement l'ensemble des temps de parcours et l'efficacité, et là je pense qu'effectivement, je dirais, le train dans les zones denses a son efficacité, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres modes qui n'ont pas de... C'est ça, mais moi je ne fais pas un plaidoyer pour la bagnole, je fais un plaidoyer pour l'intermodalité. On est tous d'accord, voilà. Je pense. En fait, la problématique, si je peux me permettre, mais la problématique de l'intermodalité, c'est qu'il n'y a personne pour le financer. C'est-à-dire qu'il y a des silos qui ont été créés suivant les modes de transport, après qu'on a envie de combiner, mais il n'y a pas de business model qui a vraiment été créé pour les hubs de connexion. C'est un peu la problématique. Alors les aéroports, ils ont réussi. Ils ont mis des taxes d'aéroport. En fait, donc du coup, ils ont dit, attendez les gars, quand les avions se posent,
Il se trouve qu'on a des passagers, qu'on a des bagages, qu'on a des infrastructures, qu'on a un truc de fou. Donc il faut bien le financer. Et c'est un peu à tout le monde de le financer, puisque de toute manière, c'est toutes les compagnies aériennes qui veulent se poser à cet aéroport. Donc du coup, il y a eu ce mécanisme-là qui a vraiment été créé de financement par l'ensemble des transporteurs qui se posent à un aéroport. Et donc, évidemment, c'est répercuté sur les passagers, mais enfin, tout le monde le sait que quand on paye un billet d'avion, il y a une partie qui va au hub de connexion, c'est les taxes d'aéroport, à un endroit, à un autre, et donc ça finance ce hub-là. Le problème, c'est que on n'est pas allé jusqu'au point de savoir financer des hubs totalement multimodaux, avec des trains, la possibilité de garer une voiture, et des avions et des bus, et enfin voilà, un grand centre hub. Et il n'y a personne pour financer ce truc-là. Enfin, je pense qu'on est d'accord sur le fait qu'effectivement, sur l'intermodalité, il faut des financements. D'ailleurs, c'est aussi un peu le rôle des autorités organisatrices locales de le faire. Nous, ce qu'on essaie de faire, c'est dans les gares qui sont des hubs assez naturels, c'est comment on arrive à pousser l'intermodalité, je dirais trouver des vélos, favoriser les gens qui covoiturent par rapport à ceux qui covoiturent pas dans les parkings. On peut avoir des incitations effectivement qui permettent ça. Intégrer effectivement des gares de bus. Alors, je dirais en fonction de l'âge de la gare, c'est plus ou moins facile à faire, mais bien entendu, on a tous un rôle à jouer. Et après, il y a le modèle économique en question. Aujourd'hui, les gares routières de bus, par exemple, il n'y a pas de modèle économique. Donc la question, c'est comment on arrive à faire ça intelligemment. Et nous, on souhaite contribuer, mais évidemment, on n'est pas seul dans l'écosystème. Et donc là, je pense qu'on se rejoint pas mal. Donc si je rassemble tout ce qui a été dit sur la question qui est pourquoi est-ce que le système madrilène ne s'est pas plus répandu ailleurs, j'entends qu'il y a la réponse, c'est les madrilènes ont réussi à le faire parce qu'ils ont une autorité organisatrice unique qui avait un billet sans couture proposé aux usagers et qui a pris à sa charge le financement de tout ce qui est nécessaire, y compris les gares intermodales. Et que si on veut que l'intermodalité marche ailleurs, il faut un système sans couture, entre guillemets. Oui, enfin, tu peux le dire comme ça, mais je pense que si les Madrilènes ont réussi cela, c'est que, il y a un sujet d'AOT, mais il y a aussi un sujet de penser de manière pragmatique la question des transports et non pas de manière dogmatique en considérant qu'en dehors du ferroviaire, il n'y a pas de salut. C'est quand même le défaut de toutes les politiques publiques de transport qui consiste en gros à stigmatiser la bagnole alors même qu'on sait que ça fait, c'est Barbara qui vient de me redonner le chiffre, 80% des transports. Donc partir du réel et construire des solutions pragmatiques à partir des besoins, des comportements et des comportements constatés serait probablement plus efficace que de s'acharner à tenir un discours qui n'est pas en harmonie ni avec les besoins ni avec la réalité. Je crois qu'on peut dire là-dessus, c'est quand même, d'abord sur la stigmatisation, en tout cas nous à la SNCF, on a lancé des bus, on fait du covoiturage, on participe au vélo, etc. Je rappelle quand même donc que la SNCF possède Keolis, qui est un tout petit opérateur de bus. C'est un des plus gros opérateurs de vélo en France, donc voilà, donc je veux dire, nous personnellement on n'a pas de sujet là-dessus. D'accord, alors arrêtez avec vos bilans carbone qui sont faux. Parce que nos bilans carbone sont auditables. Ils sont archi faux, ils sont absolument auditables, absolument. D'accord, alors donnez les taux de remplissage des trains et on discute. Oui, absolument. Ce que j'ai dit, c'est Ouigo le plus efficace, 98% de taux d'occupation et donc un bilan carbone de 3,2 grammes par passager kilomètre versus ce qu'on a en bus, versus ce qu'on a en covoiturage, etc. Inversement, un TER, et je l'ai dit, un TER dans lequel j'ai 10 clients est bien moins efficace qu'un bus, ou peut-être, comme l'ont fait les Finlandais, d'avoir du covoiturage, je dirais, dans les zones extrêmement peu denses pour amener les gens vers le train. Donc nous, on est vraiment sur ces complémentarités pour être efficace à la fois en termes de coût d'infrastructure et en termes de bilan carbone sur l'ensemble des moyens qui sont à notre disposition. Je vais juste dire un truc, Jean-Marc, c'est que globalement, on parle d'infra. Et l'infra, c'est une partie lourde en investissement. Mais pour arriver à faire cette transition, toute la partie, et Frédéric l'a un peu évoqué, qui est la partie digitale, même si c'est un mot qui est un peu galvaudé, est fondamentale. C'est-à-dire comment donner aux gens les outils pour le faire. Nous, on a fait un truc, j'ai trouvé vachement intéressant, c'est on a créé avec les autorités organisatrices, dans les campus d'étudiants, des forfaits, pour essayer de ressembler un peu à la voiture. C'est-à-dire, je maîtrise mon petit budget. Pour 29 € par mois, je fais du vélo, je fais du bus, je fais un bout de covoiturage, je fais un peu de TGV
et je sais maîtriser mon budget, et finalement j'arrive à montrer ce qu'on se disait ensemble, qui est qu'effectivement un budget de quelqu'un qui partage des modes est bien inférieur, et j'arrive à le faire de façon simple. C'est un peu de système d'information, c'est beaucoup de partenariats, et je dirais mettre les gens autour de la table, et quand on le fait, ça marche du feu de Dieu, c'est-à-dire qu'effectivement on a des étudiants qui sont heureux de pouvoir prendre ces systèmes multimodaux. Donc il faut leur simplifier la vie, Pierre, au-delà de l'infrastructure. avant de te repasser la parole, une question pour Barbara, mais en 15 secondes. Les gens qui n'ont que le train à la bouche, c'est la SNCF ou c'est les pouvoirs publics? Question pour Barbara. Je pense que, certains pouvoirs publics aiment le train, je dirais effectivement, ils le font. Moi, j'ai regardé, ça m'a fait rigoler. Si vous avez le temps de faire un peu de temps sur les archives de l'INA, il y a une petite vidéo où on voit des gens à qui on a supprimé leur petite ligne entre 7 et je ne sais pas où en 1968 et qui disent exactement la même chose que ce qu'on peut attendre aujourd'hui quand on essaie d'optimiser le système ferroviaire. Nous, notre volonté, c'est vraiment de mettre le paquet d'argent là où il y a des gros flux, parce qu'on a besoin d'investir sur le réseau pour être plus efficace, et c'est ça notre but de guerre. Alors après, derrière, effectivement, on n'est pas les seuls à s'exprimer sur le sujet, et on est très respectueux de nos autorités organisatrices. Voilà. Merci pour cette je réponse. Ajouter en quelques secondes, mais par rapport à ça, moi je pense que le train est évidemment extrêmement pertinent sur des gros flux et sur des longues distances. C'est un peu fait pour ça, de toute façon ça va de gare à gare. Après, sur tout ce qui est transverse, eh bien, force est de constater que, moi je sais que cet été j'ai fait un trajet Auray-La Tranche-sur-Mer, pour ceux qui voient où est Auray et où est La Tranche-sur-Mer. Donc Auray c'est près de la Trinité. C'est ma gare, Frédéric. Donc, voilà. Bon, pour aller de Auray à La Tranche-sur-Mer en transport en commun, il faut se lever tôt. Hein. Oui, parce qu'il faut prendre le train jusqu'à Nantes, après il faut prendre un autre train de Nantes à La Roche-sur-Yon, ensuite il faut prendre un bus de La Roche-sur-Yon à La Tranche, il y en a 2 par jour. Donc la complémentarité a du goût. Et oui, mais non, mais on met 7 heures et ça coûte 45 €. En voiture, c'est 2h30. Et ça coûte 14 € en Blablacar. Donc ce genre de trajet, ou alors pour faire, l'autre jour, Noirmoutier-Limoges, pareil, hein, good luck. Pour faire... Heureusement qu'il n'y a pas de train entre Noirmoutier et Limoges. Il y aura des bus, il y aura peut-être des bus. Effectivement, je crois que chaque mode a sa zone de pertinence. Donc nous, ce qu'on dit, c'est que le train est très efficace sur les zones denses, sur les gros flux, et doit être complémenté par d'autres modes qui peuvent être le bus quand même, hein, et on s'y emploie. Et puis après, par de la voiture partagée, oui. Absolument. Oui, mais il y a une histoire de granularité, c'est-à-dire que, c'est une histoire de pertinence. Il y a une publicité que peut-être un jour on fera, mais j'ai pas encore osé ni voulu la faire. Mais quand on prend justement les différents moyens de transport, il y en a une, on prend par exemple une carte de France avec les trajets en avion. On va avoir une quarantaine ou une cinquantaine de lignes qui font du Paris-Nice, du Paris-Bordeaux, du Paris-Brest. Donc tout qui part de Paris. On fait la carte de France avec les trains, celle-là on la connaît, on la voit dans tous les trains. Et on fait la carte de France en covoiturage. Alors là, c'est juste un gribouillis, enfin tout est possible. Toutes les connexions de n'importe quelle ville à n'importe quelle ville sont possibles. Donc, en fait, le réseau routier est quand même un acquis et un avantage absolument incroyable, c'est-à-dire qu'on peut aller de n'importe où à n'importe où, grâce justement à toutes les voitures qui sont sur le réseau, un réseau routier extrêmement dense. Donc en fait, c'est quelque chose qu'on doit aussi exploiter. Et on le voit encore plus quand on va dans d'autres pays, parce qu'en France, on a la chance d'avoir un réseau de train qui est extrêmement développé, qui est parmi les meilleurs au monde. Quand on arrive dans des pays comme la Pologne ou la Russie, on est en train de créer des connexions entre des villes qui juste n'étaient jamais reliées, ni par des bus, ni par des trains, tout simplement parce que naturellement, il y a une route, et à partir du moment où il y a une route, une voiture, un smartphone, il y a Blablacar qui est possible. Mais on n'est pas, nous, on Et n'est moi, pas je voudrais rendre hommage à Frédéric, parce que, en fait, moi, je fais un métier honteux, concessionnaire d'infrastructures d'autoroute, quand même. J'avais une question là-dessus, justement, c'est pas mais comme on génial. ne plus poser des questions. Et alors, ce qui est, Ça y est, on est parti, on a pris le ce qui est relais. formidable, c'est et que... de lignes à grande vitesse aussi. Oui, mais on va en parler. Ce que je veux dire, c'est qu'on a trop longtemps considéré l'autoroute comme un moyen de transport. L'autoroute, c'est une infrastructure. Et le moyen de transport, c'est la voiture. Et il ne faut pas confondre. Alors, si j'aime tellement Mazella, c'est parce qu'il m'a un peu aidé. Tweeté aussi, ça, attention. Il m'a un peu Je vous rappelle aidé. qu'on prend 10%. Oui, mais en fait, c'est toi le plus cupide de Absolument, la bande. il faut bien vivre. Tout à l'heure, tu parlais d'un TRI de 8%, maintenant tu es à 10%. Non, mais la concession d'autoroute et l'infrastructure routière a mauvaise réputation. Mais le jour où Vinci a signé son partenariat avec Blablacar, il y avait sur le mur Facebook de ma fille qui a 14 ans
un message d'une de ses copines qui disait « Respect pour ton père ». Et alors, moi, j'ai trouvé ça formidable parce que ça exprime simplement tous les préjugés qu'il y a sur l'infrastructure autoroutière et tout le contresens qu'il y a sur la fonction de l'infrastructure autoroutière et la confusion qu'il y a entre l'infrastructure et la voiture. L'infrastructure n'est pas un moyen de transport. Le moyen de transport, c'est la voiture ou c'est le bus. Et la voiture et le bus peuvent être des transports en commun. Et je suis navré, j'ai l'air d'enfoncer des portes ouvertes, mais quand on dit ça, ça permet de visiter et de revisiter le sujet des investissements en matière d'infrastructure différemment. La ligne Noirmoutier-Limoges, la ligne ferroviaire Noirmoutier-Limoges, je pense que personne, sauf peut-être Frédéric, vote pour l'investissement dedans. Le réseau routier permet de faire Noirmoutier-Limoges de manière confortable. Donc encore une fois, n'opposons pas les modes et développons, comme le permet l'économie digitale et comme le permet Blablacar, comme le permettent les bus Macron maintenant, des moyens de transport et des moyens d'optimisation de l'utilisation des infrastructures. Je pense qu'il y a là une mine d'optimisation et d'amélioration des capacités installées, de l'utilisation des capacités installées, qui est formidable. J'avais justement une question pour l'affreux méchant capitaliste sur le TRI. Quand on construit des infrastructures de long terme, il y a quelque chose qui est absolument central dans le coût d'usage de l'infrastructure derrière, qui est à combien est-ce qu'il faut rémunérer les banquiers et les actionnaires qui ont permis la construction de l'infrastructure. Aujourd'hui en Europe, on est dans une économie qu'on peut qualifier au premier ordre de sans croissance, depuis 2007, alors que le raisonnement classique de la majeure partie des gens qui construisent et qui opèrent des infrastructures est de se situer dans le monde d'avant, où il était normal d'avoir des exigences de rendement sur les capitaux investis qui étaient raisonnablement élevées. Dans ce monde sans croissance, c'est quoi, selon toi, ce qui serait la juste rémunération du capital pour une infrastructure pour laquelle, par ailleurs, il y a un contrat concessif avec l'État qui donne une sécurité, ou une visibilité, on va dire, une sécurité peut-être pas, mais une visibilité de long terme sur les recettes. Est-ce qu'il n'y a pas de raison de s'écarter des 8% historiques ou est-ce que le contrat social ou le contrat économico-social dans ce genre de contexte rend légitime qu'on descende à 6, à 4, à 2 Il y a tellement d'implicites dans cette question que c'est extrêmement difficile de faire une réponse intelligente. Ce que je crois, c'est qu'il faut juste décider de quoi on parle et ce qu'on met dans les coûts et ce qu'on compare. C'est-à-dire que la grande difficulté dans laquelle on est dans les débats sur le financement des infras, c'est que tout est pollué par la fiscalité, par des taxes et par le fait qu'il est extrêmement difficile de faire payer, de connaître le coût et d'avoir un prix et une tarification en rapport avec le coût. Donc l'implicite de ta question, c'est de savoir si il est préférable de construire une infrastructure en concession, en rémunérant le capital investi par l'opérateur privé qui va mettre du capital, ou s'il est préférable de financer par de l'argent public. La difficulté, c'est que moi, je ne sais pas faire ce calcul aujourd'hui. Je sais et je vois ce que coûte la dette publique aujourd'hui et comment elle pèse. Mais ça, personne n'est capable de le chiffrer. On est capable de mesurer la difficulté dans laquelle ça nous place. On n'est pas capable de dire ce que coûte la dette publique. Je suis capable de dire que la dette qui est portée par les concessions d'autoroutes est équivalente à la dette d'RFF. Je suis capable de dire que l'État s'est délesté en privatisant les concessions d'autoroutes d'une dette de construction des infra autoroutières équivalente à celle qui est dans Réseau Ferré de France, aujourd'hui SNCF Réseau. Voilà, ça ce sont des chiffres qu'on peut comparer. Ensuite, on peut dire, est-ce qu'on sait dire ce que coûte la dette publique ? Moi, je n'ai pas l'impression. On sait dire que dans le chiffrage du taux de rentabilité exigé par les actionnaires d'une infrastructure privée, enfin d'une infrastructure en concession, il va y avoir le coût du capital dans lequel sera inclus un coefficient de risque. Donc on peut mettre en débat la question de savoir s'il faut mettre ce coefficient de risque et s'il est préférable de le faire supporter par le privé et de le faire payer par l'usager ou par l'usager payeur, ou s'il est préférable
de le mettre dans de la dette publique et de le faire payer par le contribuable. C'est un choix sur lequel moi j'ai le sentiment que le système de la concession a le mérite de permettre de mettre noir sur blanc ce que coûtent les choses, ce que ne permettent pas les systèmes publics parce qu'ils n'ont pas des systèmes aussi transparents. Je suis en même temps lucide sur le fait que le schéma des concessions est tellement mal expliqué et tellement mal compris, sans doute de notre faute d'ailleurs, que le débat public est faussé là-dessus. Dernière question, comme Barbara, on a le plaisir d'avoir Vinci Autoroute dans les membres fondateurs du Shift Project depuis notre création, ce qui peut paraître étonnant pour un certain nombre de gens dans la salle, compte tenu de tout ce que tu as raconté sur le fait que les autoroutiers sont les vilains petits canards, etc. Est-ce qu'en 45 secondes, tu peux expliquer A, pourquoi, et B, en quoi est-ce qu'on peut éventuellement justifier notre existence sur le sujet qu'on porte? Je pense que tout le monde a besoin d'un Shift Project et d'un Jean Covici. Donc, il t'aime. Si je devais faire cette seule réponse... non, mais c'est vrai, je pense que le... C'est parce que tu as eu un message de ta fille, respect papa, pour avoir mis des sous dans le Shift Project. Non. C'est des on phrases on a encore des progrès à tweetables, faire. c'est moins de 140 caractères à chaque fois, c'est vraiment... Non, mais ce que je veux dire, c'est que je pense que ces débats sont utiles, que le caractère poil à gratter de Jean Co et du Shift Project sont stimulants et que nous sommes heureux d'y contribuer et d'y participer. Je pense également que la question de l'organisation des transports et la question de la rénovation des politiques publiques en matière de transport mérite d'être éclairée par ce type d'approche et mérite d'être débattue de manière ouverte, et c'est le sens de notre participation. Et j'ajoute que c'est vrai que c'est aussi en participant à ce type de forum, il n'y en a pas beaucoup des comme ça, donc c'est aussi en participant ou en contribuant à ce type d'échange qu'on a la possibilité de sortir du discours ambiant et du politiquement correct en matière de transport, qui est quand même souvent très loin des réalités constatées et souvent très loin de ce que nous constatons, de ce que nous vivons et de nos pratiques. Donc si on est au Shift, c'est aussi dans l'idée que ce débat est utile. Moi j'ajoute que faut pas regarder très très loin pour se convaincre que le projet de décarboner l'économie, c'est ce qui peut nous arriver de mieux pour stimuler la croissance, pour stimuler l'investissement et pour construire des infras. Il n'y a qu'à regarder ce qu'ont fait les Allemands. Donc je suis, moi, pragmatiquement, je suis en sympathie avec la démarche poil à gratter du Shift, et je suis pragmatiquement assez en phase avec l'idée que investir dans des infrastructures décarbonées, peut-être que ça sauvera la planète, mais provisoirement et transitoirement, ce sera un stimulus extrêmement précieux pour la construction d'infrastructures. Ben oui. Merci pour cette franchise qu'on apprécie. On va maintenant passer la parole à la salle pour quelques questions, si quelqu'un veut poser la deuxième question. Alors, je vois un bras là-bas, puis un bras là-bas, puis un bras là-bas. Alors, la règle du jeu, c'est question. Et si possible, pas trop longue. Donc pas de déclaration et de... Voilà. Oui, Claude Soulas. Bon, moi j'ai beaucoup travaillé dans ma carrière dans les transports, dans divers organismes. Alors je vais essayer de faire court. J'étais très intéressé par le débat, un petit peu moins par quelques prises de position un peu caricaturales, je pense. Alors deux choses. Moi j'ai travaillé ces derniers temps sur... Question. Okay. Question, s'il vous plaît. Deux questions. Non, parce qu'attendez, là je ne suis pas d'accord avec vous, comme une fois. Non, je veux dire, on nous a asséné des paroles, dogmes ferroviaires, etc. Je pense si on intervient en tant qu'expert dans les transports, on peut aussi dire quelque chose. C'est pas uniquement pour gober ce que Vinci vient nous raconter. Non, là je veux absolument pas faire de polémique, mais votre manière de réagir. C'est pas ça. Il y a plusieurs personnes qui veulent poser des questions. Il nous reste un quart d'heure, donc si vous prenez le micro pendant 10 minutes, ça supprime le droit de parole aux autres. C'est juste ça mon sujet. C'est juste ça. Ah oui,
Oui, non, mais si vous m'avez pas interrompu, j'aurais déjà fini. Ah bon, alors, allez-y. Donc, deux choses. L'intermodalité vélo-transport en commun est quelque chose qui est très peu développé en France, hein, qui est beaucoup plus développé à l'étranger. Alors, pour faire vite, s'il y en a qui s'intéresse, il y a une présentation au ministère le 6 novembre. Et maintenant, je voulais juste réagir un petit peu. Tout était très intéressant, sauf quand on dit en France c'est le dogme ferroviaire. Je pense qu'on est plutôt tombé maintenant dans le dogme autoroutier. L'exemple de Madrid que je connais, il n'est pas tellement transposable. À l'inverse, vous parliez de l'Allemagne tout à l'heure. Si on regarde ce qui se passe en Allemagne, quand on dit que le RER coûte cher, en Allemagne, il y a 12 agglos qui ont des RER. Et si je constate un petit peu l'attitude, si l'urbanisme en Allemagne, tout n'est pas parfait, mais on voit des usines automobiles qui sont accordées au rail. Et il y a quelques années, j'ai entendu le responsable scientifique du groupe BMW dire, on est très fiers au groupe BMW de dire que plus de la moitié des employés, des membres du groupe viennent au travail autrement qu'en voiture particulière. Donc je pense que là, je voulais juste rétablir un petit peu l'équilibre entre ce dogme soi-disant tout ferroviaire, alors qu'en fait, on tombe un petit peu dans le dogme du tout routier. Les cars Macron, c'est très intéressant jusqu'à un certain seuil, mais on peut faire basculer le seuil entre le rail et le car. Donc il n'y a pas de Donc question. c'est pas vraiment une question. D'accord. Alors pardon, après c'était au fond là-bas, si j'ai bien respecté le... Merci. Gauthier Châtelu, Caisse des dépôts. Moi, j'ai une question pour rejoindre sur l'aspect intermodal et un peu global, sur l'usage de la route et rejoindre aussi la question sur la baisse des consommations unitaires des véhicules. Aujourd'hui, vu la part modale de la route, est-ce que au sein du Shift, on a, ou ailleurs, fait des évaluations de comparaison de l'impact qu'aurait une baisse, je dirais, d'1 litre au 100 en moyenne du parc automobile, des coûts, de l'effort qu'il faudrait faire pour ça, par rapport à faire une réduction de CO2 équivalente en développant le transport ferroviaire. Quelle part modale de ferroviaire il faudrait faire en plus pour arriver au même résultat? J'ai pas fait d'équation, moi. Mais on peut la faire rapidement. Ouais, C'est une question de cabinet de conseil, ça presque. Oui, mais je sais pas. Ça dépend où on met le chemin de fer. 1 litre au 100, c'est quoi? C'est 10%, 15% de la consommation des voitures. Ouais. Combien ça coûte? 10? Non, les voitures et aujourd'hui donc, en circulation consomment entre 6 et 7 litres au 100. Et donc ça fait combien de milliards? 15%. Donc ça fait combien de milliards? 15%, je sais pas. 15%. Combien de litres on consomme par an? C'est ça ma question. Voilà, c'est ça. Je Donc, sais pas, parce que question moi je de suis cabinet très de conseil. multimodal. Donc je ne suis pas une référence. Je peux vous donner une réponse qui est dérivée d'une... en Mais on peut l'occurrence, calculer. on a le droit d'en parler puisque c'était une étude qu'on avait faite pour la SNCF et la SNCF nous avait dit vous avez le droit d'en parler. Donc ça c'était avec la casquette Carbone 4. On a regardé l'infrastructure du Grand Paris. Le Grand Paris en première approximation, telle qu'il est la partie ferrée, ne provoquera à peu près aucun report modal. Parce que ou bien les gares passent en zone déjà dense et à ce moment ce que vous faites c'est de l'induction de trafic, ou bien vous déplacez des gens qui prennent déjà d'autres modes de transport en commun. Alors après on n'a pas évalué les reports de proche en proche, voilà. Ou bien vous les mettez au milieu de la pampa et à ce moment, au moment où vous les mettez au milieu de la pampa, il n'y a pas de gens pour les prendre puisque au milieu de la pampa il n'y a pas d'habitants. Pardon? Sauf le tram. Non, si vous mettez une gare sur... On peut mettre des trams. Non, mais si vous mettez une gare au milieu du plateau de Saclay, chacun parle des zones qu'il connaît, donc je vais parler de celle-là parce que je la connais bien. Les gens qui vont aller en vélo dans la gare du plateau de Saclay, je peux vous dire... Il faut qu'ils aient des bons mollets. Avant que ça rentabilise le train qui va être construit, il pourra attendre un moment. Donc, donc ça fait quelques dizaines de milliards d'euros, cette affaire-là. Quelques dizaines de milliards d'euros, en gros, c'est le coût de remplacement du parc automobile francilien par des voitures à 2 litres au 100 pour moitié, si vous faites simple. Donc petit A, vous mettez 40 milliards d'euros dans une offre ferrée, ça vous déplace à peu près rien, et du reste l'analyse qu'on avait faite a été reprise par le CGDD, par etc. Donc les chiffres ont été réfutés. Si vous mettez ça dans la division par 2 de la consommation des véhicules qui circulent en Ile-de-France, la même somme, vous économise en gros la moitié du pétrole français, entre la moitié et les 2 tiers du pétrole francilien, etc. Donc ça vous donne un ordre de grandeur. Alors c'est pareil, c'est comme ce que disait Barbara tout à l'heure, on peut discuter les chiffres, machin, mais vous avez une petite idée de cette affaire. Et par ailleurs, je vais passer la parole à Pierre qui connaît bien la question, qui par André Breton interposé connaît bien la question de l'Île-de-France. L'essentiel de la mobilité automobile aujourd'hui en Île-de-France est dans des zones où les modes ferrés n'auraient aucune espèce de pertinence. Vous êtes à 20 habitants hectares, voire moins. Et donc le fait d'y mettre un réseau ferré, c'est la collectivité qui prend en charge
l'essentiel du report modal des gens qui s'y trouveraient, sans compter que ces gens-là, ils font pas des radiales, mais ils font des trucs. Enfin, c'est. Jean-Marc, si je puis me permettre quand même, il y a des zones, hein, nous on les a regardées, on en parlait cette semaine SNCF, ou des trams, ou des bus en site propre, hein, permettraient quand même, avec un coût d'infrastructure qui serait inférieur, de redrainer vers les transports en commun, effectivement, des gens. Justement, le sujet, c'est aujourd'hui, on est très bien organisé en radial, peu en, je dirais, en banlieue. Or, en fait, comme les gens travaillent à deux, en général, il y en a un qui est sur la radiale et l'autre, il prend sa voiture. Hein. Donc, la question, c'est comment on arrive à augmenter le transport en commun. Et il y a des zones dans lesquelles, effectivement, il peut y avoir des zones de pertinence. Mais c'est un mix, en général, tram, bus, et puis remettre les trains là où il faut en mettre. J'ai fait le calcul du coup pendant ce temps. Je pense que c'est entre 4 et 8 milliards qu'on économiserait si on économisait 1 litre par. Voilà, parce que en fait, si on fait 30 millions de voitures fois 6 litres au 100 fois 15 000 km par an fois le prix que ça coûte, ça fait entre 30 et 50 milliards à la louche. Donc 1 litre économisé, ça fait entre 4 et 8 milliards économisés si on faisait 1 litre de moins par voiture. C'est à peu près le coût d'une ligne en zone dense. Donc la question, c'est où est-ce qu'on met la ligne pour être efficace, là où on est sûr qu'il y a des clients et pas dans la pampa. Je suis d'accord avec ce qui a été dit. Et moi, j'ajoute simplement que dans les zones non denses, la seule réponse possible, et je n'y ai aucun intérêt économique, cher monsieur, la seule réponse possible, c'est la bagnole. Je suis navré. Et il suffit ou le vélo, si vous voulez. Mais il suffit de constater ce que sont les usages et les besoins pour le constater. Et d'ailleurs, de ce point de vue-là, la SNCF et Vinci disent strictement la même chose. Alors, je crois qu'après, la question, elle était au premier rang. C'était côte à côte, donc allez-y en rafale. Bonjour, André-Jean Guérin, Conseil économique, social et environnemental. D'abord, merci d'avoir répondu à une question que je n'ai pas encore posée. Est-ce qu'on pourrait avoir, au moins transitoirement, une alternative à la solution ferroviaire du Grand Paris? J'ai compris que finalement, oui, sauf peut-être saturation des infrastructures existantes, éventuellement pour mettre des bus à la place des voitures. Ma question est la suivante, c'est que pour décarboner les transports en Europe, il manque quand même au moins un acteur qui est l'avion, EasyJet, Air France, etc. Alors, ma question est la suivante, c'est quelle serait, dans une répartition un peu plus optimale, ou peut-être elle est-elle déjà, les segments qui devraient évoluer d'une majorité aujourd'hui avion vers d'autres modes de transport, ou l'inverse, sur quoi faut-il que l'avion se maintienne en quelque sorte? Est-ce que pour être concret, est-ce que du Paris-Francfort, ça doit justifier une ligne LGV? Est-ce que ça doit permettre des bus rapides ou est-ce que c'est la solution Blablacar? Enfin, pour répondre, alors je pense qu'il n'y a pas de certitude là-dessus. Hein. Enfin, moi, ce qui m'a beaucoup frappé, c'est qu'on peut se dire, en train, la très longue distance, les gens vont prendre l'avion. Mais en fait, quand on regarde le trafic du Paris-Barcelone, qui fait 6 heures et quelques, ou le Francfort-Marseille, plus de 10% des voyages, ce sont des gens qui y vont de bout en bout. Donc ça veut dire qu'il y a quand même un appétit et des gens qui sont prêts, parce qu'effectivement aujourd'hui on utilise mieux son temps dans le train, parce qu'ils ont plus de temps aussi, etc., à prendre le train dans ces conditions-là, auquel cas c'est efficace et il ne faut pas le négliger. Maintenant, de façon un peu macroéconomique, nous ce qu'on dit c'est la zone de pertinence du train, c'est, j'allais dire, alors si je le prends en TGV, de l'ordre de 3 heures, c'est ça qui fait le maximum de transfert modal, donc c'est vers ça qu'il faut aller. Et moi, ce qui me rend, j'allais dire, personnellement hystérique, c'est quand je vois effectivement par rapport à certaines compagnies low cost, les avantages qu'elles peuvent avoir de certaines collectivités locales qui financent effectivement un mode aérien, alors même qu'on a une offre ferroviaire équivalente qui est non financée par les pouvoirs publics. Hein, le TGV s'autofinance, hein, donc il n'y a pas d'argent public qui vient dans le TGV. Au contraire, comme je l'ai dit, ils payent d'autres modes, ils payent les intercités. Et donc là, on a un vrai sujet, je dirais, de non-équité entre de l'aérien, je vais prendre par exemple Ryanair, pour appeler un chat, financé par des collectivités, avec un financement de l'ordre d'une dizaine d'euros sur chaque billet,
alors qu'à côté, on a des TGV qui ont besoin, qui pourraient effectivement bénéficier d'un peu de financement. Donc on a un vrai sujet. Moi, je dirais la zone de pertinence pour nous, c'est, j'allais dire, 3 heures en grande vitesse, 3-4 heures, voilà. Mais ça exclut pas, effectivement, on y travaille beaucoup avec nos collègues européens sur le multimodal. Juste un dernier exemple, Eurostar a lancé son long de Marseille. Le fait de faire un long de Marseille direct a poussé de l'intermodalité train-train entre Londres et Lille et du TGV Lille-Marseille. Donc en fait, on voit qu'en étant malin, je dirais, on arrive là aussi à pousser des gens vers le train. Alors, bonjour, Cédric Ringenbach, je suis le directeur du Shift et j'avais une question pour Frédéric Mazella. Vous avez dit que votre grille, votre barème de tarifs n'était pas adapté au local finalement, puisque sur quelques kilomètres, à 6 centimes du kilomètre, on ne va pas arriver sur des choses très importantes. Est-ce que vous n'envisagez pas tout simplement de l'adapter avec un fixe et un variable? Parce qu'il y a une partie fixe qui consiste à prendre, enfin, dans le coût, hein, si je suis le conducteur, dans le coût qui est mon temps et puis aussi les coûts du trajet. Il y a une partie qui est fixe, qui est je dois récupérer la personne et puis la dropper quelque part. Donc un fixe plus un variable, à la limite le tarif, enfin ce tarif-là, vous le mettez sur l'ensemble de l'application, hein, c'est-à-dire que sur de la longue distance, le fixe il sera négligeable, et sur de la courte distance, c'est le variable qui sera négligeable. Et auquel cas, vous adressez un peu les deux créneaux d'un seul coup, et puis vous avez quelque chose qui est un prix qui se rapproche du vrai coût, et c'est ce qui est le plus économiquement logique. Alors, au niveau incitatif, oui, ce serait quelque chose qui fonctionnerait. Au niveau théorique, légal, ça pose un autre problème qui est de rester dans la limite du partage des coûts. C'est-à-dire que dès qu'on sort du partage des coûts, on rentre dans une activité qui financièrement peut être considérée bénéficiaire, ce qui n'est pas du tout le cas aujourd'hui évidemment du covoiturage, parce que notamment quand on prend le barème fiscal kilométrique, les coûts c'est entre 40 et 60 centimes du kilomètre suivant la cylindrée du véhicule. Donc nous à 6 centimes du kilomètre par passager en partage des coûts, avant d'être dans une zone potentiellement bénéficiaire, il faut avoir au moins 7 passagers. Donc on est très 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 loin évidemment d'une zone considérée bénéficiaire. Par contre si on commence à dire qu'un passager peut payer un minimum de quelques euros, je ne sais pas, 3 ou 5, à un conducteur pour la peine, entre guillemets, que c'est de faire un détour ou de passer le chercher, ou l'amortissement de la voiture. Voilà. Après, on rentre dans une autre considération qui est, ok, on fait un usage partagé de la voiture, donc à l'année, ça coûte tant, donc tant qu'on n'a pas dépassé ce montant-là, à ce moment-là, on est ok. Mais c'est un autre modèle économique, en fait. Mais en fait, sur Idevroom, juste en une seconde, allez regarder le modèle économique, c'est ça, c'est en fait les gens partagent leur cagnotte, parce qu'en fait, c'est pas le même qui conduit d'ailleurs tous les jours, un jour dans un petit groupe, voilà, et donc on leur fournit des outils pour partager leur cagnotte, cumuler à la fin du mois ce qu'ils doivent chacun à l'autre, gérer leur porte-monnaie, et puis effectivement être capable d'avoir une sorte de petit coût fixe qui leur permet d'être inscrits, etc. Donc on est dans un modèle qui est très très simple, qui agit sur des cumuls, parce qu'on ne va pas s'échanger 6 centimes chaque jour. Par contre, sur une période d'un mois ou deux, dans le petit groupe de covoitureurs, on peut faire des choses. Et donc fournir ces outils-là, c'est ce qui permettra, j'espère, d'augmenter le covoiturage de proximité, et on est un des premiers acteurs là-dessus. Vu l'heure, on va encore prendre 2 questions. Donc j'avais eu un bras se lever là, et un là, et voilà. Bonjour, Eric Oncini. Alors, je suis en charge du recyclage des véhicules en fin de vie pour le groupe PSA, donc ça n'a pas strictement à voir avec le décarboné. Mais j'avais une question, et plus principalement pour Frédéric Mazella. On a beaucoup fait des chiffres et des équations pour essayer de donner un peu le domaine, le coût que représente le transport. Mais souvent, on le présente sous la forme vraiment d'individualité. C'est-à-dire vous transportez, sauf que dans le transport, il y a beaucoup aussi de nécessité de transporter plusieurs personnes, des enfants, des personnes handicapées, des personnes âgées. Et puis il y a aussi la problématique du transport des bagages. Quand on est sur un découpage de modalités, quand on est sur des situations d'attente sur des postes de péage ou autres, concessions, gares, etc., ça complique beaucoup dans le choix de l'usager, du voyageur. Est-ce que vous avez des éléments de réponse sur ces 2 points que sont le transport d'autres personnes? C'est pas toujours évident sur Blablacar de dire voilà, je viens avec mes 2 enfants, mon chat et mes X bagages, ne serait-ce que pour savoir si tout ça rentre et pour trouver quelqu'un qui veuille bien
prendre la personne en question. Donc, est-ce que là-dessus, vous avez des réponses ou est-ce que vous envisagez des choses et est-ce que, en relation avec les autres modalités, vous avez des réflexions? Aujourd'hui, on est allé jusqu'à donner 4 préférences que les conducteurs peuvent indiquer, plus la taille des bagages. Les préférences, c'est quoi? C'est je fume ou non en voiture, c'est quand même un paramètre de confort important. Est-ce que j'accepte les animaux ou non? Donc ça, on le sait, du coup, les gens qui mettent qu'ils n'acceptent pas les animaux, ils n'acceptent pas les animaux. Est-ce que j'écoute de la musique ou pas en voiture? Et puis le facteur blabla, d'où le nom Blablacar, puisqu'en fait, on choisit si on est plutôt blabla ou blablabla, ce qui permet de savoir si on va parler beaucoup ou pas, d'où le nom. Donc on a ces paramètres-là, plus une bio, plus est-ce que j'accepte de faire un détour jusqu'à 15 minutes, 30 minutes, ou est-ce que j'en fais 0 ? Et jusqu'à la taille des bagages, j'accepte les bagages petits, moyens, gros. On est obligé de standardiser d'une certaine manière, et ensuite c'est vraiment les particuliers qui s'arrangent entre eux. Malheureusement, on peut pas. Enfin, c'est une problématique qu'on s'est posée, mais comment on va plus loin de manière totalement, quand même, à la fois démocratique et standardisée, parce que au final, ça reste un accord entre des particuliers, et donc d'une part, nous, on n'a pas de moyens d'action. On ne peut pas dire à un conducteur « Ah bah non, je t'assure, tu devrais prendre quand même ces 2 personnes-là, plus le siège bébé, plus le chien. » quoi. Enfin, si le gars il veut pas, quoi. Je ne peux rien faire. Ce n'est pas un employé de Blablacar. C'est quelqu'un comme vous et moi qui... voilà. Donc du coup, on ne peut pas aller tellement plus loin. Donc il faudrait trouver peut-être une autre manière, en mode, encore une fois, de préférence, qui permettent aux gens d'exprimer leurs préférences avant la prise de contact, de manière à faciliter ça. Mais je ne sais pas quelle forme ça peut prendre. Je ne sais pas si c'est je suis OK pour prendre toute une famille, si c'est j'adore les chiens, on l'a déjà dit, j'aime les animaux ou pas. Enfin. Je disais à Barbara en aparté que j'ai vécu une expérience qui donnera une réponse vécue à votre question, qui est que je rentrais de Berlin il n'y a pas très longtemps avec mon fils. Et on avait des tas de choses à se raconter, donc on n'avait pas très envie d'avoir des stoppeurs. Mais il y a un stopper qui est venu me demander à la station-service de l'emmener. Donc j'ai dit oui. Il m'a dit il y a ma copine. Puis j'ai dit bon, bah d'accord, ça fait. Et après il m'a dit on a les lapins aussi. J'ai dit là désolé, on arrête. Et le type déménageait en autostop. Visiblement, il avait tout son temps. Les lapins, les personnes âgées et les PMR. Voilà. Donc effectivement, à chaque mode. Et il y avait une question là-bas. Oui, bonjour. Samuel de Glise, groupe AREP. Le titre de la conférence, c'est « Comment décarboner le secteur des transports ?» Et il me semble pas avoir entendu parler, à moins que je sois soupi, de véhicules électriques, enfin de mobilité électrique. Je voulais savoir si la SNCF et Vinci avaient, notamment la SNCF dans le cadre de l'intermodalité, avait une politique de développement, notamment des infrastructures de recharge des véhicules. Voilà. Pour la SNCF, en fait, on travaille avec des partenaires. Donc, on a un partenariat, par exemple, avec Wattmobile sur les motos et les voitures électriques à louer en gare. On travaille avec Autolib sur ces sujets-là pour intégrer de façon simple les derniers kilomètres. Un jour, peut-être, on fera de la voiture électrique. Je dirais, on y réfléchit. Mais notre objectif aujourd'hui, je reviens sur les derniers kilomètres décarbonés, puisqu'en fait, c'est ça le sujet du train. C'est faire venir des gens vers le train là où ils sont peu remplis et avoir des solutions de proximité pour faire venir vers le train. Et là-dedans, on est à fond sur effectivement tout ce qui concerne voiture électrique, avec d'ailleurs des éléments incitatifs pour les sociétés en question. Mais moi, je vais faire la même réponse que tout à l'heure. C'est une affaire d'AOT. C'est-à-dire que la voiture électrique, on est pour. La voiture électrique, on a des infrastructures de recharge. On a toutes les possibilités d'installer, y compris du quick charge sur les aires d'autoroute. Il y a dans d'autres concessions dont nous avons la charge, dont les concessions aéroportuaires, dont les concessions de stationnement, des possibilités de faire de la recharge ou de trouver des véhicules électriques. Il y a, parce que là aussi, c'est une problématique intermodale
la possibilité de faire les investissements qui permettent de le développer. Simplement, je pense que le sujet relève plus d'une politique publique et d'une politique d'organisation des transports que des initiatives que nous pouvons prendre les uns et les autres par conviction, par désir d'aller à la rencontre des besoins de nos clients. Mais il faut là aussi sortir des fantasmes. Moi, j'adore le vélo. Il y a 20 ans qu'on a mis des vélos dans les parkings Vinci Park. Je vais vous faire une confidence. Ça a eu un effet médiatique génial. Je pense que c'est la campagne de pub la moins chère que ce soit offerte Vinci. Personne ne s'est jamais servi de ces vélos. C'est pas comme ça. Mais oui, monsieur, nous avons fait n'importe quoi. On aurait dû vous consulter. Ce que je veux dire, c'est que les vélos mis à disposition gratuitement dans les parkings Vinci, ça marche pas. Les vélos loués par Vélib à Paris et payants, ça marche. Donc ceci simplement pour dire que je pense que c'est important aussi. Faut partir du réel, faut partir des comportements, faut partir des comportements observés et non pas nécessairement de l'idée qu'on s'en fait. Et on constate que parfois on se heurte à des choses qui ne sont pas nécessairement aussi évidentes et aussi mécaniques que ce qu'on attendrait. Donc la voiture électrique, encore une fois, quand vous êtes concessionnaire d'infrastructure, vous mettez une infrastructure à disposition de modes de transport qui peuvent être des voitures thermiques, des voitures électriques, des bus Euro 6 ou des bus polluants. De même que sur le réseau ferré, il y a des locomotives qui polluent beaucoup plus que des bus Euro 6. Donc ce que je veux dire, c'est que sur ces questions, les opérateurs d'infrastructures, les opérateurs de modes de transport peuvent faire des propositions, mais que si on veut concevoir des mouvements rapides, il est indispensable que les autorités organisatrices prennent des mesures incitatives. Aujourd'hui, pour faire du vélo dans Paris, ce n'est pas agréable. On pourrait faire beaucoup plus pour favoriser le développement du vélo dans Paris. Ce n'est pas un problème de concessionnaire, ce n'est pas le problème de Vélib, ce n'est pas le problème de la RATP, c'est le problème de la ville de Paris et des espaces dévolus au vélo. Je cite cet exemple, mais on peut en trouver plein d'autres. Certes, mais on peut quand même faire des efforts. Par exemple, nous, le fait de dire dans les gares, on met des parkings à vélo sécurisés, ça prend un peu de temps, hein, ça ne se fait pas en 5 minutes. Je dirais ça permet quand même effectivement de sécuriser les gens sur le vélo. Donc on a chacun le fait de pouvoir emmener son vélo dans les trains. C'est aussi un élément facilitant. C'est pas évident, il faut le travailler. Voilà, donc on a quand même chacun, pour ce qui nous concerne, effectivement, une façon de pouvoir pousser les modes doux. Et la plus belle gare de vélo, on règle pas tout, mais on règle un petit bout. Et le fait d'avoir réglé un petit bout, ça permet à la fin d'avancer. Oui, mais la plus belle gare de vélo, enfin oui, la gare de vélo dans la gare, elle est à Strasbourg, parce que Strasbourg est la capitale française du vélo. Et c'est pas parce que vous mettez une gare à vélo à Strasbourg qu'il y a des vélos, c'est parce qu'il y a des vélos à Strasbourg que vous construisez une gare, un parking pour les vélos. Enfin, je pense que c'est important de ne pas inverser l'ordre des faits. Vélib, effectivement, pour avoir été et être, je pense, une des premières utilisatrices depuis le début, enfin, c'était pas évident de dire on fait des Vélib et ça marche. Voilà. Et donc, effectivement, à un moment donné, quelquefois, on peut faire des tests. Nous, c'est ce qu'on fait, par exemple, avec Wattmobile. Est-ce que les gens vont louer des motos électriques ? Yes, no, je ne sais pas. Mais si on n'essaye pas, effectivement, à la fin, on n'y arrive pas. Et ça sera le mot de la fin. Il faut essayer. Donc, il nous reste à remercier